Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, la télévision qui définitivement, au-delà de l'image, vous rend compte. On parle ce matin de l'État du Cameroun qui est un mauvais payeur. La presse en fait écho ce matin et nous reprenons cela en notre compte ce matin puisque de nombreuses entreprises locales sont paralysées par le fait que l'État ne paye pas lorsque l'État concède à ces entreprises locales camerounaises des travaux, surtout dans le BTP. Mutation en fait écho ce matin pour dénoncer cette situation qui montre bien la difficulté que nous avons au Cameroun à soutenir nos efforts, des efforts locaux, des efforts nationaux. On a du mal à faire de la préférence nationale, de la priorité nationale, alors qu'on voit de nombreuses entreprises camerounaises ouvrir et fermer le temps d'avoir simplement tiré un petit coup de marché public qui n'aura pas pour le coup marché. Et c'est terrible puisque c'est infernal. On voit bien que dans le BTP, de nombreuses entreprises camerounaises sont encore mises à l'écart. On apprend ce matin d'ailleurs que la construction de la route de Niala, telle qu'annoncée par la communauté urbaine de Douala, n'est pas faite finalement, n'est plus faite finalement par le génie militaire, mais plutôt par Arab Constructor, ce qui est un mauvais signal, nous qui pensions que les Camerounais allaient prendre à bras le corps cette question, puisque les Camerounais ont, comme vous le savez, l'expertise nécessaire. On va profiter, puisqu'on parle de BTP, pour lancer un cri d'alerte ce matin, un cri de détresse, si vous voulez, puisque la route devant le parcours Vita à Douala est devenue une route qui n'est plus praticable du tout. Ce qui se passe là-bas est un scandale, ce qui se passe là-bas est un désastre, puisque c'est complètement dégradé et de nombreuses personnes ont surnommé cette route-là, tenez-vous tranquille, Niala 3. Donc désormais, cette route devant le parcours Vita de Douala est désormais surnommée Niala 3, puisqu'il y a un Niala 1 qui est à Niala comme vous connaissez, et un Niala 2 qui est cette fois-là devant l'hôpital général de Douala. Vous comprenez que les Camerounais ont au fait de dire leur mécontentement sur cette situation de nos routes qui se dégradent et que nos différentes autorités ne prennent pas à bras le corps cette question. On imagine qu'entre la mairie Douala 5e et la communauté urbaine, on va sûrement là-bas se rejeter la faute l'un ou l'une sur l'autre des autorités. Donc, comme chaque matin, nous sommes le 9 juillet 2019. L'émission 10-12, le Zénith va rentrer dans sa phase opérationnelle maintenant. On va vous dire bonjour à vous, Donald Brice Kamgan. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs, ravi d'être sur ce plateau. Je voudrais saluer ce matin les 6 chefs d'État de la CEMAC qui ne font pas grand-chose pour que l'intégration sous-régionale soit implémentée, malgré les discours officiels optimistes sur la question. Vous savez que la Guinée équatoriale vient d'ériger un géant mur à la frontière entre le Cameroun et ce pays voisin. 5% seulement de taux d'échange commerciaux entre les pays de la sous-région, là où la moyenne de 10% dans les sous-régions comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe ou l'Afrique du Nord. Très bien. Alors, Donald Brice Kamgan, parce qu'il faut qu'on rectifie ce qui est à l'antenne, Kamga, donc c'est Kamgan, avec A-N-G, Donald Brice Kamgan, il faut donc mettre tout cela en exergue, cette prononciation. Alors, Donald Brice Kamgan, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h40, ce sera pour votre colère, désormais la colère de Donald Brice. On vous appelle, les intimes vous appellent DBK. Je préfère également dévoiler tout cela. DBK, Donald Brice Kamgan. DBK, ce sont les initiaux, s'il faut les initiales de votre nom, et c'est important qu'on en parle. Merci. Évidemment. Serez-vous en colère suffisamment? En tout cas, on aura l'occasion d'être là près de vous pour sentir si votre colère nous touche suffisamment, évidemment, sur ce plateau du 10-12 Le Zénith. Donald Brice Kamgan, qu'on va retrouver tout à l'heure. Et merci de nous rappeler que la Guinée équatoriale est en train de faire quelque chose d'assez grave. Et la presse n'en fait pas suffisamment écho, voilà. Alors que c'est une reculade importante dans les ambitions de la CEMAC d'intégration vise d'ici 2025, d'après un plan qui a été adopté en 2010 par les chefs d'État, un plan d'intégration sous-régionale qui est adopté, mais qui piétine du fait justement de ces pesanteurs liés à la faible exécution des travaux intégrateurs, mais aussi
la volonté politique, qu'il n'y a pas beaucoup. D'accord. On rappelle que les différentes raisons qui me semblent, on va le dire, fallacieuses, qui sont prises là-bas, ce serait ce coup d'État manqué, souvenez-vous, qui avait été débusqué dans la région du sud du Cameroun vers la Guinée équatoriale, qui me semble être une raison qui n'est pas suffisante pour ériger un mur. On a vu que Trump, aux États-Unis, souhaite ériger un mur entre la frontière des États-Unis et le Mexique. Si on commence à le faire au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Équato-Guinéens se considèrent américains et que nous, Camerounais, serons des Mexicains. Ça veut tout dire, en tout cas. Vous l'avez dit, on va suivre de très près cette actualité parce que nous aimerions bien que l'Afrique centrale puisse suivre le pas de l'Afrique de l'Ouest, où les gens peuvent quitter d'un pays à l'autre juste avec sa carte d'identité. Au Cameroun, c'est pas encore, en Afrique centrale, ce n'est pas encore possible, malgré la mise en place du passeport sous-régional jusqu'alors. On voit bien que les avancées ne sont pas terribles. Également sur le plateau ce matin, dans l'émission 10-12 Le Zénith, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue, fidèle au poste, j'ai envie de vous dire, ce matin. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aussi aux téléspectateurs. 200 000 enfants sans vaccin en 2018. Des milliers d'enfants âgés de 0 à 11 mois n'ont pas été vaccinés en service de routine dans les districts de santé à risque. Et pendant ce temps, Eric Fopoussi, oui, les médicaments de contrebande entrent au Cameroun. Voilà, donc c'est extrêmement grave. On se rappelle de la rupture de stock du vaccin contre la tuberculose. Là, on repart sur un même train. Et à l'époque, on nous avait dit qu'on avait épuisé nos stocks de réserve. On imagine que là encore, il y a des stocks de réserve qui ont été épuisés et que personne n'a pu faire la planification. C'est quand même grave. La rougeole, la poliomyélite, le tétanos, ce sont là des anomalies, des maladies graves auxquelles on soumet nos bébés, nos nouveau-nés qui viennent d'arriver. Le Cameroun marche toujours sur la tête. Et quand on le dit sur ce plateau, on croit que nous sommes antipatriotes. Non, c'est précisément parce qu'on souhaite que les choses changent que nous en parlons sur ce plateau, malheureusement. On ne nous écoute pas, malheureusement, on nous fait des procès en sorcellerie, au lieu que de travailler pour que les choses s'améliorent. Donc Karine Sontia, qu'on va retrouver à 10h à 11h05, ce sera pour sa chronique à elle. C'est la revue des réseaux sociaux. Elle va sélectionner pour nous les éléments qui font parler les gens sur les différentes plateformes des médias sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi aussi je reste sur les routes. Effectivement, le génie militaire avait dit que s'il n'y avait pas d'argent, il n'engagerait pas son autorité ou son savoir-faire sur des problèmes qui devaient enclencher, je vais dire, une mauvaise image. D'abord, la route de Bona-Bassem, voilà, on est là pour justifier, et le génie militaire ne veut pas s'embourber dans les bourbiers de Niala. Voilà. Et ce n'est pas tout. La communauté urbaine a également engagé les travaux de réfection ou alors de construction d'une route entre Carrefour d'Ibasson à Blopom et le collège La Conquête. Mais voilà, sauf que là-bas, il y a eu au moins 3 levées topographiques où on a eu à poser les croix rouges, jaunes et bleues. Voilà. Mais aujourd'hui, on esquive royalement certaines maisons, mais on détruit ceux qui ont des titres fonciers. Voilà. C'est ce qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est un dossier grave parce que nous avons les images et nous vous promettons, madame, monsieur, que nous vous diffuserons ces images-là de destruction, de casse terrible, de populations qui sont aujourd'hui aux aguets, qui sont sinistrées par cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette destruction à tête chercheuse alors qu'il y avait déjà eu des levées topographiques qui avaient précisé les endroits qui seront donc cassés pour faire passer ces travaux de construction de cette route, puisque c'est une bretelle importante. Ça va quitter de Carrefour Basson en passant par l'hôpital des Sœurs de Lopom pour sortir au Carrefour Makepe Conquête, justement devant l'hôpital général de Douala. C'est important parce que cet embranchement va permettre de décongestionner un tout petit peu l'autoroute qui va vers Rampoulin. Donc c'est important, ces travaux, nous sommes d'accord avec ça, c'est important, mais on doit le faire avec un minimum de justice. Et ce qu'on voit actuellement ne ressemble pas à la justice, ça ressemble à des personnes qui, comme toujours, profitent des travaux comme ça pour s'en mettre plein les poches et pour acquitter la population. Et ça, il faut qu'on le dise ce matin pour que les autorités qui nous regardent puissent en prendre évidemment compte pour résoudre cette situation. Sinon, on est en train de pousser les gens là-bas à la révolte. Les gens, j'ai discuté avec ces gens-là, elles sont au bord de la révolte. Donc, il faut éviter en ces temps-ci des choses qui peuvent susciter des tensions sociales.
On va y revenir, rassurez-vous. Démarrons le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour qui est contée par Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Si vous permettez, j'ai une question à vous poser ce matin. Si ça vous dérange pas, mais si ça vous dérange, je commence par Donald. Vos questions souvent sur ce plateau m'ont parfois été préjudiciables. Ah bon, ok. Je pourrais vous le dire. Je pose alors à Donald. Oui, et si, oui, allez-y. Oui. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Êtes-vous pour ou contre le fait d'élever l'enfant de son frère? Écoutez, l'Afrique a cette particularité mondiale d'avoir pour principale caractéristique la solidarité familiale. Évidemment, il serait difficile, même si on voit de plus en plus que les familles africaines sont de plus en plus écartelées, divisées. Le symbole de l'Afrique, c'est cette solidarité familiale. Donc qui vous êtes reste pour quand même assez ancrée dans nos habitudes. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Évidemment, il y a évitez, je vous en prie, Donald Brice Kamgan, évitez. Voilà, vous avez dit oui ou non, on a compris que c'est. Vous êtes oui. Oui, évidemment. Vous développerez lorsque l'histoire sera. Oui, sur le principe. Oui, sur le principe. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est bon? Vous voulez choisir quoi maintenant? Non, rien du tout. Peut-être que vous me donniez la parole. Ok. D'accord, ok. Bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Ivana et de Caroline. Ivana est la grande sœur de Caroline qui a beaucoup d'enfants et malheureusement n'a pas suffisamment de moyens. Alors Ivana, l'aînée, s'est rapprochée de sa petite sœur et lui a dit « Puisque c'est un peu compliqué pour toi de t'en sortir avec ses enfants, je vais prendre Nanou. » Nanou est la fille aînée qui a 13 ans sensiblement. Nanou a décidé a donc commencé à vivre chez sa tante Ivana qui a un petit commerce. Elle a un comptoir, elle vend de la nourriture. Elle a également un mini-bar, disons ça comme ça. La première année de vie de Nanou chez sa tante Ivana s'est bien passée. Caroline, la mère d'Ivana, a décidé de venir rendre visite à sa fille puisque ça faisait 1 an, elle ne l'avait pas vue. Donc, durant son séjour là-bas, Ivana a tout de même constaté que la petite Nanou, ce n'était plus ça, puisque durant la première année, elle se levait aux premières heures quand tout le monde dormait. Elle était très active, très obéissante, assidue à l'école. Bref, la fille parfaite. Mais dès que sa mère, Caroline, est arrivée, c'était plus trop ça. Elle faisait la grasse matinée avec sa mère. Elle était toujours collée à sa mère. Elle n'allait plus à la cuisine. Elle ne faisait plus rien. Et lorsque sa mère s'en va, retourne au village, c'est là que les vrais problèmes commencent. Ivana se plaint du fait qu'elle achetait 10 casiers de bière. Et elle se retrouvait avec l'argent de 8 casiers. Bon. Il ne lui est pas venu à l'esprit que ça pouvait être Ivana ou bien son fils. Elle s'est même dit à un moment que certainement son mari passait par son portefeuille. Jusqu'au jour où, en faisant le ménage, elle tombe sur 20 000 sous le lit de Nanou. Bon, elle s'est dit, bon, certainement, elle a vendu et elle a oublié de me dire. Un autre jour, c'est le fils d'Ivana, parce que Ivana a un garçon. C'est le fils d'Ivana qui tombe sur des relevés. Donc, Nanou a fait un transfert d'argent électronique à sa maman, puisque le reçu était au nom de sa mère, la somme de 30 000 francs. À côté de ce ticket, on retrouve un journal intime. Vous savez que les enfants, on le fait. On a un journal où on raconte tout ce qui se passe. Et dans le journal, il est mentionné que durant la période où sa mère était là, sa mère lui a dit, ici tu es chez toi. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de faire les travaux. Son fils va les faire. Tu n'es pas obligé de lui obéir. Et il y a beaucoup d'argent ici. Si tu vois que tu es fatigué de prendre ta part, prends ta part, tu envoies ma part. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que... Je veux dire, il y a quand même une violation. Comment le journal intime a pu se retrouver chez des gens qui ne sont pas censés les lire? Bah, c'était sous le lit. On sait, logiquement, les enfants gardent les effets sous leur lit parce que dans leur tête... Les gens sont venus prendre ça sans son accord. La violation, là, c'est de l'autre côté. Chez nous, vraiment, tu es dans ma maison, tu es... D'accord. J'ai tous les droits. D'accord. C'est comme ça. C'est compris. Oui. Ivana va donc rendre visite à sa copine pour se confier vraiment. Moi, je ne sais pas comment faire. Voilà un journal que je trouve où ma soeur dit à sa fille de faire ce qu'elle veut chez moi, qu'elle n'est pas obligée d'obéir. Je ne sais pas comment me comporter face à ça. Elle entend la voix de Nanou au dehors en train de parler avec ses copines. Et elle a laissé entendre qu'on lui donnait 5 000 francs de béni par jour. Par jour.
Ivana décide donc que c'est terminé. Elle veut faire asseoir la famille pour leur dire que c'en est terminé vraiment. Elle a fait ce qu'elle pouvait. 3 ans pour élever cet enfant, c'était largement suffisant. La famille se lève aujourd'hui contre elle en disant que elle est méchante, la fille l'a aidée et tout et tout. Vraiment, elle n'aurait jamais dû prendre cet enfant parce que cet enfant était son esclave et tout. Donc vraiment, elle est ingrate. Et que l'enfant, si elle part de là, on doit la dédommager. D'accord, très bien. Elle a quel âge, l'enfant? 13 ans. 13 ans. Alors, première chose, l'histoire de ce matin, d'abord sur la forme, hein, les Nanou, les Ivana. Vraiment, que les gens arrêtent de nous polluer l'esprit avec ces prénoms, je ne sais pas ce que ça signifie. Nanou. Il y a des prénoms africains, il y a des prénoms africains qu'on peut utiliser. Les Ewobi, par exemple, c'est des prénoms très africains, il faut les utiliser. Malaika. Je ne sais pas si Malaika est africain, bon voilà, ça dépend de vous. Mais il y a des prénoms africains que les gens devraient utiliser. Pourquoi toujours les Nanou, les Ivana. Patou, les Ivana, les gens sont dans une forme de surenchère, c'est la concurrence. C'est à qui aura la plus belle, l'idée la plus géniale, la plus fantaisiste pour prénommer son enfant. Arrêtons un peu quand même, nous avons le devoir sur ce plateau d'en parler. Alors, l'histoire de ce matin me rappelle un ouvrage que j'ai lu il y a bien longtemps, de la médiocrité à l'excellence, du professeur Ebenezer Djomwele. C'est un philosophe camerounais qui a été ministre de la Communication. Dans cet ouvrage, il met en lumière le concept de solidarité qu'il oppose au solidarisme. Il estime que la solidarité, d'ailleurs, est africaine et qu'elle consiste, d'ailleurs, en de bonnes intentions et qu'à côté de ça, il y a le solidarisme qui est une forme de solidarité, on va le dire, qui n'est pas utile aux Africains. D'ailleurs, il prend pour exemple ce jeune, ce cousin ou ce neveu qui quitte le village pour aller vivre chez son cousin, chez son oncle en ville et qui passe son temps sur le fauteuil, dans le canapé, à visionner toute la journée. Et il est dans cette dépendance-là, perpétuelle, continue, sans jamais en sortir. Il estime que c'est du solidarisme. On croit aider quelqu'un, mais en fait, on est en train de l'enfoncer dans cette aide-là. Et donc, quand il en parle. Et c'est vrai que j'ai un petit bémol parce que je voudrais bien sûr opposer ce solidarisme que reproche le professeur Djomwele à cette personne, à l'assistanat, le concept d'assistanat dans les sociétés plus évoluées, entre guillemets, en Europe ou en France, où là-bas, justement, il y a un système social qui a été mis en place pour aider, par exemple, les chômeurs. C'est pourquoi là-bas, ils ont ce qu'on appelle allocation chômage, pour aider les gens qui sont des délaissés de la République, par exemple, se soigner sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Alors, ça devient de l'assistanat, puisque vous vous rendez compte que des gens font exprès de se mettre au chômage pour bénéficier de ce type d'allocation de chômage. Ça pose un réel problème. D'ailleurs, c'est un débat là-bas chez eux, puisque beaucoup estiment, comme au Front National ou bien dans la droite dure en France, qu'on devrait supprimer tout cela parce que ça n'aide pas vraiment le pays. Donc, on pourrait faire des rapprochements pour dire que le concept de solidarité en Afrique et en Europe, on peut les placer sur ces deux auspices. D'ailleurs, d'abord en Europe, où c'est l'État qui choisit d'apporter l'aide à ses citoyens, et au Cameroun, où l'Afrique, où c'est la famille qui est au centre de cette solidarité-là. Et donc, on voit ici une sœur qui est nantie, qui a de l'argent, qui choisit donc d'aider, de prendre sous sa coupole sa nièce, qui est donc l'enfant de sa sœur, qui, elle, n'est pas nantie. Donc, l'équation est très simple. On voit bien que les conditions de cette cohabitation-là ne sont pas bonnes du tout, parce que les deux parties se plaignent. À partir de quel moment, donc, on a laissé prospérer ces dérives-là. Bon, Robin Gane, je commence par vous. L'histoire de ce matin, que peut-on tirer comme problème dans l'histoire de ce matin? Oui, je commence d'abord par répondre à votre dernière conclusion. Vous avez dit à partir de quel moment ça a commencé? Justement, à partir du moment où l'hybridisme, nous avons intégré l'hybridisme dans notre vécu quotidien comme orientation majeure. Et justement, quand on est hybride, on ne sait pas où on se trouve. Donc, on fait des choses d'emprunt et que ça n'a pas été fait sur la base d'un consensus national. Mais l'histoire d'aujourd'hui, d'abord, moi, j'ai dit, la fille, comment vous l'appelez? C'est Ivana? Non. La tante Ivana. La tante, voilà, sa maman, elle a raison de réunir le conseil de famille. Moi, je lui dirais même, elle aurait pu commencer à... Non, heureusement qu'elle ne savait pas que c'est sa fille qui faisait ça. Elle l'a blâmé. Elle l'a blâmé, mais elle a raison de le faire. Pourquoi, en fait? Parce que chez nous, en Afrique, il y a 3 variantes qui orientent un enfant. Et en plus, elle a 13 ans.
elle est à la deuxième, à la deuxième tranche d'âge. La première, c'est quoi? Il n'y a des richesses que d'hommes. Quand vous avez les hommes, vous voulez avoir des enfants, vous essayez de les faire épanouir et après vous les situez. C'est ça qui obéit au principe que la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas dans une famille riche, vous n'allez pas envier les riches. Donc, votre maman, vos parents vous apprennent à vous mouvoir, à vous épanouir avec les minimums qu'ils ont. Voilà. Vous donnez les instruments. Voilà, vous donnez des instruments, oui, avec le minimum, avec votre statut, en essayant que petit à petit, vous pouvez grimper les paliers de la vie sociale. Mais vous avez les bases. Voilà, vous avez les bases selon l'autre famille. Et c'est ce principe donc de solidarité qui fait que sa sœur a vu que ma sœur a un peu plus d'enfants, mais elle n'a pas cette moyenne. Je peux prendre des enfants pour qu'ils grandissent chez moi. Et là, la tranche d'âge, il y a entre 0 et 7 ans. Il y a entre 7 et 21 ans et 21 ans plus. Donc, la tranche la plus délicate, c'est celle-ci, entre 7 et 14 ans. D'accord. Et 14 ans, elle est là. Maintenant, l'éducation que lui a donnée sa maman avant, c'est quoi? Ah, tu vas chez ta maman là-bas, qu'ils appellent tante, mais c'est ta maman, tout est permis. Mais sauf qu'elle dit, tu n'es pas obligé de faire des travaux domestiques. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est elle qui devient la patronne de la maison. Quand tu dis tout est permis, est-ce que sa maman, sa propre maman aurait accepté que, comment vous l'appelez, Nanou, soit chez elle, comme moi, hein? Voilà, que Nanou soit chez elle, sa propre génitrice. D'accord. Elle peut laver les assiettes quand elle veut, elle peut, mais tous les 100 francs, tout l'argent qui traîne 5 000, elle prend, elle peut, elle aurait pu accepter ça, non. Je pense qu'elle n'aurait pas, elle n'aurait jamais accepté que sa propre fille lui fasse ce qu'elle fait à sa sœur. Elle n'aurait jamais. Mais qu'est-ce qu'elle développe? Les sentiments de jalousie envers sa sœur, qui a un peu, comme elle dit ma fille tendance, il y a un peu, ça veut dire qu'en fait qu'elle donne une éducation parallèle à l'éducation que sa sœur donne à sa propre fille. Il y a une éducation qui est mauvaise. Et à ce moment-là, le principe de solidarité africain recommande qu'on blâme l'enfant. On peut même porter main sur l'enfant. Mais vous vous rendez compte que si elle avait osé porter main sur cette fille, peut-être que ça aurait créé un problème d'État pour cette fille. Donc je dis, là, l'approche est bonne, vous réunissez la famille. Et c'est même comment ça se fait. L'enfant à cet âge-là, elle est déjà à la puberté. Et justement, la maman, comme c'est une fille, a le devoir, quand les enfants sont allés à l'école, sont allés au champ ou n'importe où, revenir dans la chambre. C'est à ce moment qu'on sait, est-ce qu'elle sait même dresser son lit? Est-ce qu'elle sait même faire le ménage? Est-ce que les coins de la chambre sont bien balayés? Est-ce que les toiles d'araignée? Donc, en le faisant, elle a trouvé... on observe à la lumière des cas, pas seulement celui qui est porté à notre attention ce matin, mais d'autres cas qu'on a pu observer. On voit très bien qu'il y a un exercice d'équilibriste difficile à faire entre une fille qui arrive dans une maison et qui a dû laisser aller, à qui on laisse faire tout, parce que évidemment on craint la réaction des frères et des sœurs qui pourraient penser qu'on est dans une forme d'esclavagisme de la fille. Et l'autre exercice qui consiste à garantir à cet enfant une éducation au même titre que les enfants, que nos propres enfants que nous avons à la maison. C'est ça qu'il faut réussir. Absolument, c'est cet hybridisme-là. C'est cet hybridisme-là. Je vous ai dit, les deux civilisations sont venues un jour parce que à un moment donné, l'essor économique du pays, des pays africains, a fait que, bon, les gens sont allés, j'ai ma tante qui est en ville, j'ai mon oncle qui est là, et on n'a pas su négocier ce qui se passait. Or, il fallait continuer à dire, quand vous confiez votre enfant à quelqu'un, vous lui dites, si c'est possible, vous portez main sur lui. Mais justement, c'est ça la question. Est-ce qu'un parent qui a des enfants, ses propres enfants à la maison, et les enfants, par exemple, de sa sœur à la maison, comment on apprécie, comment on interprète ces actes à la maison? Est-ce que le fait qu'il soit plus dur avec l'enfant de sa sœur veut dire qu'il ne l'aime pas? On a parfois vu des gens qui estiment qu'ils ont été menacés par leurs oncles chez eux, mais qui ont réussi dans la vie. Oui, après, plus que les enfants de cet oncle-là, qui savaient bénéficier de la bienveillance. Comme c'est le cas ici, pour vous répondre clairement, justement, si
sa tante avait été plus dure envers elle, on aurait parlé de l'esclavagisme, de tout ce que vous voulez, et elle fait pression et tout. Maintenant, quand elle a voulu l'amadouer selon vos principes de démocratie, de tout cela, vous voyez ce que ça donne. Et là, j'ai dit qu'elle avait raison, ou peut-être même ce sont les esprits des ancêtres qui lui ont parlé, en essayant d'aménager le comportement de cette fille-là. Mais elle a découvert des choses, parce que, et aujourd'hui, il faut aussi le dire, parce qu'aujourd'hui, les filles, mes filles qui sont là, elles vont à l'école, elles ne se rendent pas compte que quand ton enfant est parti, ta propre fille revient dans sa chambre, revisite le lit, regarde, c'est à ce moment que vous lui dites, oui, est-ce qu'elle sait faire la cuisine, est-ce qu'elle garde les toiles d'araignée, est-ce qu'elle sait faire son lit, vous regardez tout. Et c'est là où vous allez découvrir des choses et d'autres. Et ce n'est pas interdit à cet âge-là, à 13 ans, de contrôler votre fille. Parce que quelquefois, elle peut commencer à avoir des menstrues et elle ne vous dit pas. Et non, vous lui dites non, voilà. D'accord. Donc, alors, c'est compris. Hein? Alors, Karine Santia, qu'est-ce que vous dites ce matin? L'histoire nous raconte que la maman, c'est-à-dire Caroline, lorsqu'elle a rendu visite à Ivana, c'est à ce moment qu'elle a donné des mauvais conseils à sa fille, selon... Que les choses ont dégénéré. Oui, que les choses ont dégénéré, selon le burn-out ou encore le cahier personnel de l'enfant. Mais ce qui retient encore mon attention, c'est le caractère un peu magnanime de Ivana. Parce que généralement, lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre maison, que ce soit votre sœur, votre cousine, votre enfant qui vivait ailleurs, même si c'est le vôtre, vous lui donnez une nouvelle éducation à la base. C'est-à-dire que l'enfant commence à prendre les attitudes de la maison. C'est pourquoi à 13 ans, généralement, prendre l'enfant de quelqu'un est très compliqué. Parce que l'enfant a déjà été éduqué jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain niveau. Il a certains préalables de la vie. Et lorsqu'il arrive chez vous, il ne faut pas qu'il pense que c'est pareil partout. Parce que chaque famille a sa manière de fonctionner et sa manière de vivre. Chaque maman a sa manière d'élever ses enfants. Il y en a qui ne battra pas l'enfant, il y en a qui vont battre l'enfant, il y en a qui grondent. Ça, c'est différent. Il y en a qui vont juste négocier, causer et autres. Mais là, on arrive dans une famille où une personne a été abusée dans sa bonté. Parce que élever l'enfant de quelqu'un n'est pas très facile aujourd'hui. Il y a la nutrition, il y a le vestimentaire, il y a l'école, il y a tout ça que vous décidez de prendre en charge et c'est suffisamment stressant pour qu'on vienne encore ajouter de ces choses. Quand l'enfant se livre déjà au vol, ce n'est pas un enfant qui est devenu comme ça. Ce n'est pas un enfant qui est devenu. L'enfant avait des préalables, avait des aptitudes à ramasser ce qui ne lui appartient pas. Juste qu'il était dans un nouveau territoire, il fallait qu'il observe encore. Et on a quand même une maman qui réussit à venir dire à sa fille, si tu vois que ça peut te dépasser, envoie ma part. C'est grave. Et elle a envoyé. C'est grave. Ça, seulement ça. Beaucoup de personnes mettront l'enfant dehors avant d'appeler la famille. Vraiment. Parce que ça contamine. Si par exemple dans la maison, elle est la plus grande, si elle est la plus grande et que les plus petits n'ont pas encore fait ça, ils vont le faire. Si elle est la dernière et que les plus grands ne l'ont pas encore fait, ils vont dire mais elle a fait, on lui a rien fait. Moi aussi je vais commencer. Et c'est pour cela que vous voyez que quand l'enfant de quelqu'un... Donc pour vous c'est une gangrène qui parfois grandit et devient impossible à extirper. Justement, parce que quand un enfant ramasse ce qui ne lui appartient pas, je dis bien, s'il ramasse et vous dit maman, j'ai vu tes 200 là-bas, j'ai pris parce que j'avais besoin de m'acheter quelque chose. Là, c'est différent d'un enfant qui ramasse et casse, et cache. C'est différent. Ça veut dire qu'il cultive le vol. Et l'enfant connaît même déjà manipuler le haut rang, sans publicité, les transferts numériques. Ça veut dire que c'est autre chose. Il est formé au vol. Et ça, c'est du grand banditisme qui commence. Il n'y a pas une autre manière de voler. Il n'y en a pas. D'accord. Ok. Donald. Alors, j'ai une question à poser. Est-ce que cet enfant était nécessiteux? Est-ce que il avait l'argent, elle avait l'argent, c'est une fille pour acheter ses chaussures? Non, chez la tante. On s'occupait totalement, oui. Bon, ça signifie clairement que cet enfant a été éduqué dans la facilité, dans le matérialisme, et avec des relents à la base du banditisme, il faut qu'on se le dise. Cet enfant, avant de quitter le foyer de sa mère, avait été moulé pour voler. Pourquoi lors des premiers mois? La première année, on n'a pas vu ça parce que on apportait des réponses à ses préoccupations. Et maintenant, la maman est revenue rappeler à l'enfant qu'en fait,
Voilà tu pourquoi as grandi pour voler, tu es là pour voler. Non, je pense qu'il faut, conseiller cet enfant. Il faut conseiller cet enfant, réprimer si ça ne change pas, et au besoin, convoquer une réunion de famille entre les deux parties. Il faut convoquer une réunion de famille pour en discuter. Et s'il n'y a pas de solution, il faut que Ivana retourne l'enfant chez sa mère. Parce que l'éducation commence à la maison. Si elle est faussée, ce n'est pas la tante ou bien la grande sœur qui viendra régler le problème. Il faut que l'enfant retrouve le droit chemin, d'abord par le conseil, ensuite par la répression si cela est nécessaire. D'accord. Pour que l'enfant change. En tout cas, il y a beaucoup de parents qui nous regardent ce matin et qui ont subi un jour ou l'autre cette ingratitude, parce qu'il faut appeler les choses comme ça s'appelle, appeler un chacha. Il s'agit là d'un haut degré d'ingratitude qui ne dit pas son nom. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne plus prendre les enfants de leurs frères pour ces raisons-là. Ils préfèrent aider à distance. Ils peuvent décider, bon, voilà, tu as des difficultés pour envoyer les enfants à l'école, je peux te garantir les frais de scolarité et tu gères le reste. Ils peuvent décider. Mais il y en a qui ont décidé comme ça. D'aider à distance. Ça veut dire que je vais aider mes frères, mais j'aide à distance parce qu'ils se sont rendus compte que lorsque vous prenez les enfants, vous ne savez pas très bien sur quelle base ils arrivent chez vous. Et puis après, vous vous rendez compte que la famille commence à vous voir hégémonie. On commence à dire que telle personne... En réalité, on ne vous confie pas les enfants pour les éduquer et les instruire. Voilà. On les aide là-bas comme les espions. Voilà. Comment on vous traite? Est-ce que vous avez mangé? Comment vous vivez même au quotidien? Voilà. Ces enfants font quoi? Quand vous... Non, c'est déjà des questions qu'on ne posait pas à notre époque. C'est pour ça que... Il faut mettre un petit bémol parce que j'ai quand même 3 ou 4 expériences, surtout moi qui enseigne que dans une famille aujourd'hui, évidemment, il faut tenir compte de l'environnement global. L'environnement global qui est délétère, la crise économique, la conjoncture défavorable faisant, les gens ne sont plus disposés à prendre les enfants des autres. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut tenir, il faut prendre en considération. Mais il y a aussi des cas où la famille, dans une famille, l'aîné ou la grande sœur ou le grand frère qui a assez de moyens, qui a eu, disons entre guillemets, la chance de réussir dans la vie, par égoïsme ou par arrogance vis-à-vis des autres, refuse de prendre, d'accorder le moindre soutien aux autres membres de la famille. Ça aussi, c'est à condamner, évidemment. Oui, bien sûr. Mais dans les familles, quand même, on ne fera pas... Il y a des gens qui demandent généralement à ces personnes, c'est vrai que ça se comprend aussi que, comme c'est l'enfant de ta soeur, tu fais, on entend. Si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu allais faire? Parce que voilà la question que la famille se pose de manière centrale. Je vous ai dit que c'est un exercice d'éducation que tu veux. Difficile à faire. Ça veut dire que l'attitude que vous avez vis-à-vis de vos enfants, propres enfants, normalement, tous ces enfants sont vos enfants. Absolument. Mais sauf que, comme a dit le Robin, l'hybridisme est venu faire en sorte qu'on fait des distinctions claires et nettes entre votre enfant et l'enfant de votre soeur. À partir de ce moment-là, maintenant, on vous observe, on vous épie, mais je vous dis qu'on vous épie, on vous observe pour voir le moindre geste qui prouve que vous favorisez votre enfant plus que votre les gemmes de la division sont installées dans nos mentalités, dans nos esprits. Et évidemment, c'est l'une des conséquences de la mondialisation. La culture européenne qui fait un distinguo entre le frère et le cousin. Ici, chez nous, on parle même de demi-frères. Voilà. C'est demi, non? Nous sommes malheureusement victimes de cette mondialisation qui va un peu trop vite que nous et finalement nous emporte dans ce bateau parfois dangereux. Ok, Dominique Audrey. j'ai oublié Dominique Audrey. Ouais, toujours. Je suis la mal aimée. Alors, écoutez, non, ne dites pas ça. Ne dites plus ça, je vous en prie. Je vais prendre une crise cardiaque. Ah non! Vous pouvez être la mal aimée, être assise à côté de moi. Non, mais ce ne serait pas justice. Allez-y. Pour moi, on n'aide pas les gens chez soi. Je suis contre. Sauf si l'enfant a 1 an. Parce que les enfants qu'on accueille généralement chez nous, qui ont plus d'1 an, à 1 an, sensible, quand l'enfant a entre 1 et 4 ans, on peut encore lui donner une éducation. On peut lui apprendre comment vivre. Quand un enfant a dépassé cet âge-là, il sait que quand je rentre de l'école, je balance mon sac ici, maman ramasse. Je laisse mes chaussures là-bas, maman ramasse. Alors que chez vous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur Fopoussi, la personne qui paye l'école à votre enfant est comme votre Dieu. Entre guillemets, pas pour dire Dieu, mais... Vous allez faire le buzz avec ça. Ah non, oui. Est-ce que c'est facile? Ils vont copier ça sur Facebook. Dire que Dominique Audrey Oyengelek a dit que la personne qui paye votre école est votre Dieu. Qui paye l'école de votre enfant est votre Dieu. Oui, parce que vous ne pouvez pas le faire.
instruire votre enfant, c'est vous qui en serez bénéficiaire après. Ma mère dit généralement que, c'est ma grand-mère qui disait que l'enfant est votre enfant lorsqu'il dort. Vous pouvez le porter, faire de lui ce que vous voulez. Mais lorsqu'il se réveille, il demande d'abord sa mère. C'est ce qui arrive à Ivana aujourd'hui. Oui, pour moi, hein, vous chassez. Vous coupez les ponts avec cette nièce, vraiment rien à faire. Si vous voulez aider les gens, aidez-les à distance parce que ce qu'elle a fait, c'est que elle a mis votre mari dans les problèmes. J'imagine le monsieur à qui vous avez dit, je suis sûre que c'est toi qui as pris la de mes 2 casiers de bière. Il faut me donner ça. Ça a dû tempêter dans la maison. Et maintenant, également, elle a dû déteindre d'une certaine manière sur votre enfant. Aujourd'hui, c'est juste, elle sait qu'il y a eu le vol. Mais est-ce qu'elle n'a pas fait des trucs avec des voisins? On ne peut pas savoir. Donc, c'est une personne vraiment à bannir. N'aidez pas les gens chez vous. Aidez-les à distance. Non, mais prenez le cas où, justement, vous êtes au village ou même en ville, l'enfant, elle, à l'enseignement supérieur. Ses parents ne peuvent pas lui payer sa chambre. Et que vous êtes là, vous pouvez abriter, vous l'aidez à distance comment? Je paye la chambre. Non, mais je voudrais également, avant qu'on lise les messages, j'aimerais dire quelque chose de très important. Quelque chose de très important. J'aimerais quand même que les parents qui nous regardent aujourd'hui, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Absolument. Je vous en prie, éduquez vos enfants à s'adapter. On ne sait jamais. Ne donnez pas à vos enfants l'impression que si vous n'êtes pas là, le monde s'arrête. Donnez-leur une éducation de manière à ce que ces enfants-là puissent se sentir bien n'importe où. Moi, par exemple, je me sens bien n'importe où. Les gens dorment au sol, je dors au sol parce que j'étais préparé à ça. Mais il y a des parents qui en font un peu trop avec leurs enfants. Et vous voyez, lorsqu'ils ne sont plus là, ces enfants deviennent des dévergondés, deviennent perdus dans la société. Donc il y a ce message important qu'il fallait passer ce matin. Alors, Karine, on va lire quelques messages. Cette maman-là est en train de détruire son enfant. Ma tante n'a pas à dédommager. Elle envoie cette fille chez sa mère. Sinon, ses enfants vont aussi commencer à voler. Le message n'est pas signé. Pour moi, c'est la maman de Nanou qui est la cause de tout, vu qu'elle a manqué son éducation dès la base. Un enfant ne peut pas être à l'aise ailleurs que chez soi-même. Si on lui traite avec amour, il va toujours croire qu'on le menace. Moi-même, j'ai pas grandi dans la maison familiale. Arnaud Tiquin de Bafoussam qui nous écrit. Moi, je dirais que si les parents confient leurs enfants à un tuteur, c'est plus à eux d'exiger au tuteur comment l'éduquer. Gabriel depuis Marois. Merci à Marois. Qui écrit ce matin. Ça résume tout. Absolument. Absolument. Un dernier message. Le vol est le métier de cette maman et elle forme bien ses enfants sur le métier. Aimez tes cams de Kribi. D'accord. Merci infiniment pour cette histoire. On espère que vous en avez tiré la substantifique moelle. En tout cas, c'était l'idée derrière et de pouvoir faire en sorte que le Cameroun, à travers ses hommes et ses femmes, ses familles et autres, puissent vivre dans ce monde merveilleux où les valeurs morales sont respectées. On va passer à autre chose. Voici la colère de DBK, Donald de Brice Kamgan. À tout de suite. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur une question majeure, les appels politiciens au patriotisme. En feuilletant les pages de l'actualité de ces derniers mois au Cameroun, on recense aisément des prises de position plutôt rapprochées de ce type de message. Il y a quelques semaines, l'on a entendu des Camerounais anonymes et des personnes proches des cercles du pouvoir demander aux Lions indomptables, réclamant des primes de participation à la Coupe d'Afrique des Nations en cours en Égypte, de faire abstraction de leurs revendications au nom de leur amour pour le Cameroun. Dans ses abondantes sorties des mois d'avril et mai dernier, le chef de l'État a de façon très appuyée appelé au patriotisme des Camerounais. Cette position revient telle une rengaine dans les adresses du président de la République à la fois à la nation tout entière et aux jeunes, en particulier ces 10 dernières années au Cameroun. Soyons d'accord, il n'existe pas encore d'instrument permettant de mesurer
le niveau de patriotisme, le niveau d'attachement d'un citoyen aux valeurs et aux idéaux de son pays. En revanche, seules les attitudes et les actes des citoyens permettent d'apprécier à quel point ils sont patriotes. Quelques exemples. Les forces de défense et de sécurité, engagées depuis 2014 au front de la guerre contre Boko Haram, peuvent être citées. Diverses générations des lions indomptables du Cameroun, ayant offert au Cameroun 5 Coupes d'Afrique des Nations, peuvent être également citées. Et enfin, sans être exhaustif, les figures historiques de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Dans ces 3 catégories, les forces de défense et de sécurité, dont des centaines sont décédées en 5 ans de guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord, n'ont jamais bénéficié de la moindre visite de remobilisation du chef suprême des armées. L'équipe nationale du Cameroun de football, tenante du titre, vient d'être éliminée en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en cours en Égypte, après une grève sur les questions de primes, en fait de l'arbre qui cache la forêt d'un mouvement sportif camerounais en pilotage automatique. Les figures historiques comme Robben Oumiobe, Félix Roland Moumié, Douala Mangabel, pour ne citer que celles-là, sont difficilement citées par le chef de l'État dans ses discours officiels, n'évoquant pas l'absence des monuments dignes de leur nom dans les principales métropoles nationales. À l'observation, l'ordre gouvernant au Cameroun appelle antipatriotes tous ceux qui choisissent de se lever contre l'absence d'eau potable dans un pays qui a le 2e plus grand potentiel hydraulique en Afrique, celui qui décide de dire non aux milliards de francs CFA surfacturés dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 finalement retirée au Cameroun. Celui qui refuse d'admettre que 4000 Camerounais continuent de mourir du fait du simple paludisme au Cameroun. Non à cette arnaque nationale des appels au patriotisme. D'accord. La colère de DBK, Donald Brice Kamgan, ce matin, clair et net, et on comprend très bien. D'ailleurs, je voudrais, DBK, à votre suite, rappeler à tous ceux qui nous regardent ce matin que j'ai lu un écrit tout récemment dans nos réseaux sociaux, et quelqu'un s'insurgeait contre justement cette utilisation, on va le dire abusive, du terme patriotisme ou antipatriotisme, et estimait qu'il ne fallait pas faire la confusion entre le patriotisme et le biaïsme, vous comprenez bien de quoi je parle, et qu'il fallait également faire, dans le même cas, attention de confondre patriotisme et camtoïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut qu'on soit complet. Pour que je sois complet sur le message du compatriote qui estimait que les gens pensent que c'est en supportant un camp que l'on est patriote, que c'est en étant anti-tel qu'on est forcément patriote. Donc attention, c'est un vocable qu'il faut aller chercher au plus profond de ce que ça renvoie. Et bon, Rebecca, ça nous permet évidemment de vous lancer sur l'appréciation de ce concept de patriotisme au regard de tout ce qu'on a entendu tout récemment, l'actualité, le football, les lions indomptables, et la guerre de Boko Haram, l'armée camerounaise, tout ce qu'on a entendu autour de ce vocable patriotisme. Absolument, et vous avez raison. Tout comme Donald Brice, son titre m'a particulièrement intéressé. Oui. Les appels politiciens au patriotisme. Oui. Je vous prends deux cas. D'abord, au Cameroun et à l'étranger. Dans les années 1990, 91, 92, il y avait eu 2 citoyens sans concertation aucune. Chacun s'est marqué par, j'allais dire, les travaux d'investissement humain. Ici à Douala, il y avait quelqu'un qu'on appelait l'homme en blanc, M. Nkoumdié Doni. Oui. Il se lève tous les matins, lui commence à balayer partout. Et à Douala, en Vogada, il y avait un monsieur qu'on appelait Kamdem. Lui, son problème, c'était d'aménager, d'apporter la propriété partout. Mais pourquoi les 2 personnes, les 2 citoyens, on n'entend plus parler? C'est justement parce que le politique s'y est mêlé. Parce que pour le politique, ces 2 compatriotes qui ne s'étaient pas concertés, qui n'avaient même jamais organisé une réunion pour dire aux autres Camerounais, venez nous suivre. Et ils faisaient le truc, ne demandaient rien. Mais on leur a dit que ce n'était pas bon. Voilà. Et eux aussi, ils ont disparu.
la nature, parce que vous voyez un peu. Et deuxième guerre mondiale. Donc c'est une terminologie fortement politisée. Politisée. Oui. Parce qu'on dit pourquoi vous êtes qu'un citoyen, vous estimez que vous pouvez balayer les rues, vous pouvez curer les caniveaux, vous ne demandez rien. Voilà. Et Nkouma dit, mais moi, voilà, j'ai donné un coup, par exemple, lui il avait parlé, mais Kamdem à Yaoundé, il s'était retiré. Nkouma avait dit, mais moi j'ai lu et relu l'hymne national. L'hymne national du Cameroun m'a donné une orientation qui m'amène comme citoyen camerounais à travailler sans rien demander. Donc, on lui a dit, non monsieur, vous arrêtez. On n'en a pas besoin, vous arrêtez. Après lui avoir dit, viens militer ici et là. 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Avec l'expérience de la Première Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé en Europe, les militaires anglais commencent à... Vous savez bien que De Gaulle, lui aussi, s'est réfugié à Londres. Winston Churchill a dit non. La guerre est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser entre les mains des seuls militaires. Il dit, oui, vous savez, c'est vous qui irez au front, mais vous attendez d'abord. Voilà. Ils se sont assis pour voir quelle est l'orientation à donner. Et ça a donné lieu à la Charte atlantique qui a donné naissance à l'Organisation des Nations Unies. Absolument. Et ça a donné lieu au Pacte atlantique qui a donné naissance à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Vous savez bien. Autant. Donc voilà, Oui. mais c'était dans l'optique que quand la guerre éclate, on commence déjà à élaborer. Maintenant, les militaires sont en guerre, ils continuent à élaborer des choses, des plans, comment mettre la paix. Or, au lieu que les politiques dans notre pays, notamment ceux qui gouvernent, parce que c'est eux qui donnent les orientations au niveau des scolaires, des manuels scolaires, du contenu, voilà. La politique. Puisque patrie existe dans la devise, paix, travail, patrie. Mais pourquoi on l'appelle patriotisme? Ça veut dire que si un lion indomptable nous dit, non, donnez-nous chacun 20 millions, on va commencer à entrer dans leur budget en disant, mais tel a signé un contrat, comme il joue à Manchester United, il gagne l'équivalent de 200 millions par mois. Et que moi je suis un fonctionnaire, si je gagne 120 000, oui. S'il vient, on lui donne 20 millions parce qu'il vient participer au couple, ça veut dire qu'il n'est pas un patriote? Non, je dis non. Il a choisi d'être footballeur et dans ces milieux-là, on gagne gros. Et en plus, il va prendre sa retraite peut-être, s'il a la chance, il peut prendre la retraite à 30 ans. Comment va-t-il vivre de 30 ans à 80 ans? On n'intègre pas ça. Mais pour continuer à faire l'exégèse de cette terminologie patriotisme, je voulais quand même qu'on essaie de saisir ce concept-là à la lumière d'autres concepts comme nation, par exemple, patriotisme et nation. Est-ce que le Cameroun, nous constituons une nation suffisamment forte pour que le patriotisme soit quelque chose... est-ce que le patriotisme est une donnée personnelle, individuelle à chacun de nous, ou ça rentre dans un cadre global de nationalité camerounaise et qui a un sens? Ça entre dans le cadre global de nationalité camerounaise, justement. Oui. C'est pour ça qu'on doit apprendre la paix, travail, patrie. Oui. Vous regardez un peu en Algérie. La devise de l'Algérie, c'est « Révolution par le peuple pour le peuple ». Donc, quand les Algériens sont depuis 62, comme vous dites, et vous avez raison, on leur a appris ce que veut dire la devise. Et quand les Algériens manifestent, observez bien, et c'est un aîné qui me l'a fait observer quand ça a commencé. Oui. Ceux qui observent, il y en a un groupe derrière qui viennent avec les sacs poubelles, les sacs poubelles, et ramassent les trucs de yaourt que vous jetez, les trucs, et ramassent. Pendant que les autres... Donc, en Algérie, on s'organise de point que la manifestation finie, on ne cache rien, les rues sont propres. Parce qu'ils savent ce que c'est que la devise. Donc, ça entre dans le cadre global de ce que vous avez appelé la nation. Même les Berbères chez eux, on le sait. Mais ici, chez nous, que représentent les nationalités? Parce que, pourquoi on parle... Vous pluralisez absolument le concept. Comment les Blancs nous ont amenés à croire que les Ibo, qui sont près de 10 millions, c'est une petite ethnie. Alors que les Slovènes sont moins d'1 million, mais constituent un État, une république. La Lituanie, mais comment vous pouvez imaginer ça? Donc en fait, nous avons les nationalités. Oui, les Ibo, les Yoruba, ils sont nombreux. Oui. Donc chacun peut constituer une nation. Mais vous dites une nation, la Slovénie, la Croatie, mais les Tchèques, ils font quoi? Donc en fait, chez nous, les nationalités camerounaises
comment les mettre ensemble dans ce que vous avez appelé nation. Oui. Et justement, et c'est à ce moment qu'on parlera du patriotisme parce qu'on aura défini ensemble un mode de fonctionnement consensuel. D'accord. Alors, pour qu'on se comprenne bien et qu'on saisisse davantage ce concept-là, Donald Brice Kamga, si on met en avant le patriotisme et ce que ça renferme, au final, qu'est-ce que c'est l'antipatriotisme? C'est quoi, au final? Écoutez, les actes antipatriotiques. Je voudrais convoquer, on va commencer tout à l'heure à évoquer l'Algérie. L'Algérie est un excellent modèle justement en la matière. On pourrait y prendre la graine. Il a commencé à élaborer tout à l'heure. Vous savez qu'à la différence de l'Algérie, le Cameroun a connu certes une guerre d'indépendance, mais au final, ceux qui ont accédé au pouvoir ne sont pas ceux qui ont combattu. Contrairement à l'Algérie où le FNL a été très actif dans le combat et au final ce sont les fondateurs de la nation, comme on les appelle, qui ont pris le pouvoir. Au Cameroun, ce sont des gens qui, pour certains, n'étaient même pas pour l'indépendance, qui ont accédé au pouvoir. Et donc, les repères ne peuvent pas être les mêmes. Dans ces pays-là, les pays qui ont eu un fort ancrage nationaliste comme l'Algérie, il y a des repères historiques, les figures de la lutte pour l'indépendance sur lesquelles on s'appuie. Il y a des dates importantes de la nation. Il y a des objets, ça peut être l'équipe nationale de football, ça peut être l'armée. Il faut que ces éléments-là font consensus, évidemment. Il ne faut pas que les gens perçoivent l'armée comme un outil de répression. Donc, il faut un minimum de consensus, d'accord, sur les éléments sur lesquels on souhaite fonder notre patriotisme. Si vous regardez bien les contextes dans lesquels l'ordre gouverneur au Cameroun a appelé au patriotisme, vous allez vous rendre compte que c'est lorsque le Parlement européen a fait une déclaration pour estimer qu'il fallait un dialogue inclusif sur la situation sociopolitique au Cameroun, que le chef de l'État a commencé avec des sorties de plus en plus très, on va dire, intempestives sur la toile pour dire, écoutez les Camerounais, soyez patriotes, soyons unis, alors même que le Cameroun, en plus de cette situation sociopolitique difficile, connaît la montée de plus en plus importante du tribalisme sans que l'on ne perçoive un message clair. La position claire du gouvernement sur cette question des replis identitaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas une position claire. La preuve, c'est qu'un ministre de la République s'est levé et a prononcé des propos incendiaires sur notre chaîne nationale, une chaîne nationale pour laquelle nous tous nous contribuons à financer, sans qu'il y ait un recadrage officiel. C'est parce que les responsables israéliens présents à Yaoundé sont sortis de leur gang que le ministre de la Communication a été obligé de dire attention, il s'exprime au nom de sa formation politique. Donc, il n'y a pas un positionnement clair. À partir de ce moment-là, on peut évidemment penser, au regard du contexte sociopolitique, que les recadrages sont plus ou moins importants lorsque les intérêts du régime sont menacés. D'accord. Donc, là encore, il y a cette confusion, patriotisme, biaïsme, il y en a qui Absolument. Les niveaux d'appréciation, évidemment, diffèrent. Disons qu'il y a confusion. Oui, il y en a. Le fait de dire au chef de l'État, vous avez déjà prêté serment cette fois. Vous n'avez rien appliqué de ce que vous avez de serment. Vous dites, ah, vous êtes contre la patrie. Non. Voilà. Un citoyen normal, vous lui rappelez que vous nous avez dit en 2004 que la priorité sera aux infrastructures routières. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. On va dire que ah non, vous êtes un antipatriote. Voilà, donc vous êtes un anti-biaïste. Je suis anti-biaïste. Parce que les gens ont créé même des organisations biaïstes dans ce pays. Absolument. Vous voyez à quel niveau on a poussé le ridicule. Alors, allez-y Karine, votre... Moi, lorsque on fait souvent l'emphase sur le terme patrie dans nos emblèmes nationaux, je retiens toujours ce que ça veut dire, ce que ça entend en latin, c'est-à-dire que ça se renvoie... L'étymologie. Oui, ça renvoie directement à patri, qui veut dire père. Oui, père. Et ce qui m'interpelle, c'est la signification même de ce mot. On parle de la terre de nos pères. C'est-à-dire une terre pour laquelle des gens ont versé du sang, c'est-à-dire vous devez la chérir, la bénir et tout faire pour qu'elle reste en paix, parce que ça encore, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous réclamons. Et après, on vous dit travail. Et dans tout ça, on essaye de s'éloigner de toutes nos rivalités. Parce que dans ce travail-là, on n'a pas dit qu'il y a une tribu au Cameroun qui a combattu plus que notre. C'est zéro. On n'a pas dit qu'il y a une région au Cameroun. L'histoire ne nous a jamais dit qu'il y a une région au Cameroun qui a combattu plus que notre. On va revenir. Gardez vos cartouches. Vos munitions. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie. À tout de suite.
sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous sommes sur Equinox Télévision, vous nous regardez. Nous allons démarrer cette deuxième partie de l'émission comme à l'accoutumée, avec d'abord des messages envoyés pour, comme vous le savez, apporter vos contributions avec les sujets que nous posons sur cette table. Donc on se tourne vers vous, Karine Sontia, pour ces messages. Un message qui nous est écrit ce matin. Ils sont tellement nombreux, ils arrivent au même moment. Alors, un téléspectateur, comme disait un sage, l'enfer c'est les autres. Patriotisme c'est la basse classe au Cameroun. Plus de 10 ans, guerre au sein de la FECAFOOT par exemple. Cela, patriotisme c'est où? D'accord. Même Jean. Ok, alors je voudrais vous relancer, vous, Dominique Audrey, sur ce patriotisme-là et davantage dans l'orientation de la colère ce matin de Donald Brice Kamgan lorsqu'il parle d'appel politicien au patriotisme. Je dis tous les jours, c'est du maquillage, c'est du folklore. L'antipatriotisme, Monsieur Fopoussi, c'est demander un pourboire pour un service dans un lieu public, oui. dans un service public. Oui. L'antipatriotisme, c'est la promotion du tribalisme auquel on assiste aujourd'hui. C'est la promotion de l'État-tribu, comme ça laisse entrevoir aujourd'hui. Oui. L'antipatriotisme, c'est la supériorité d'une ethnie. On veut nous montrer qu'il y a une ethnie qui est supérieure aux autres. Je crois que c'est ça qui est l'antipatriotisme. Aujourd'hui, au Cameroun, on se demande à quoi tout ce qu'on est en train d'assister rime. Le patriotisme est en train de disparaître complètement pour laisser la place au pouvoir. Les gens sont avides justement de ce pouvoir-là. C'est ça qui met totalement à mal notre société. Et un pays où on n'est pas patriote, on n'a pas d'avenir. On est quasiment voué à l'échec, à la destruction. Et je pense qu'on devrait aller au-delà du patriotisme. On doit aller au-delà du patriotisme et être un peu plus nationaliste et être prêt à mourir, même pour notre pays. D'accord. Alors, je reviens à vous, Karine, sur votre commentaire, parce que je vous ai coupé tout à l'heure avec, on va dire, un peu de regret. Vous comprendrez pourquoi ça me fait de la peine de l'avoir fait. Mais allez-y, développez. En tout cas, qui est patriote? Est-ce que c'est le détourneur ou celui qui réclame? Oui. Qui est patriote? Est-ce que c'est celui qui détruit le mouvement Leclerc ou celui qui empêche la construction? Vous faites un clin d'œil là à André Blaise-Sama. Hein? Pas forcément. Il faut le dire aussi. C'est de ça qu'on parle, M. Fopoussi. Est-ce que celui qui revendique la construction... Oui, parce qu'il a été condamné il y a quelques jours, 6 mois d'emprisonnement d'avoir détruit... Est-ce que le patriotisme camerounais vous souhaiterait qu'on ait maréchal Leclerc tous les jours, qu'on vienne nous dire? Oui. C'est Leclerc qui est même arrivé chez nous. Apparemment, il n'avait même pas de papier. Mais il compte venir alors qu'on le met, on ne sait pas où se trouve Douala Mangabel, on ne sait pas où se trouve Ruben Oumniobel. Est-ce que ça veut dire attendre des réclamations de vos citoyens avant d'ériger des personnes qui sont mortes pour la patrie en héros national? Qui sont mortes, oui. Mortes pour la patrie en héros national. Parce que c'est grave, parce que lorsque j'ai fait une lecture là-dessus et j'ai compris que ça fait même pas longtemps qu'on a érigé Oumniobel, Félix Mounier et autres en héros national, ça fait mal. Parce que l'histoire... Ils ne sont pas héros. Ils sont reconnus comme figures ayant marqué l'histoire du Cameroun. Tout simplement. C'est une loi de 90, du 26 janvier 90. Une loi qui n'est pas appliquée. Et voilà. Et cette loi, il faut qu'on le dise aux gens, hein, ce n'est pas la loi, ça réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun. Mais ce n'est pas une loi qui les consacre héros national. Non, il faut faire la précision. Par rapport à cette question, on se rappelle de nos cours d'histoire et on se rend bien compte qu'on a beaucoup survolé notre histoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on le fasse. Peut-être qu'on avait peur de nos relents nationalistes qui pouvaient naître. Parce qu'on nous a beaucoup parlé de l'Union soviétique, on nous a beaucoup parlé du Maghreb, on nous a beaucoup parlé de l'Afrique australe, un peu de l'Afrique centrale et beaucoup moins du Cameroun. Et là, ça fait mal parce qu'on entre dans un Cameroun où aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire qui s'écrit et vous allez voir que dans 10 ans, on n'en parlera pas. D'accord. Alors, bon, écoutez, il y a quand même quelque chose qui est assez important à relever. Je le dis parce que j'essaie un tout petit peu de mettre en relief certaines choses. On parle beaucoup de patriotisme, d'appel politicien au patriotisme, mais quand même, il est important
de demander à nos dirigeants, à ceux qui nous dirigent, de les appeler eux aussi, à notre tour, au patriotisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils nous appellent, nous les Camerounais, au patriotisme, nous souhaitons les appeler eux au patriotisme, parce qu'on voit des dirigeants des pays, quand on les voit défendre les intérêts de leur pays, on voit les pays comme la Corée du Nord, on peut être contre le fait qu'ils enrichissent au nucléaire, mais on sent quand même qu'il y a un besoin pour ce pays-là de défendre la Corée du Nord, un pays qui a voix au chapitre dans le monde. On voit les pays comme l'Iran, on voit des pays, on voit Kadhafi à son époque, la Libye, qui s'est battu pour doter de l'Afrique d'infrastructures, de satellites, de tout ce qui peut, de faire en sorte que le nom de ce pays-là brille. Mais pourquoi nos dirigeants se refusent à faire en sorte que le Cameroun, justement, puisse briller à travers des choses qui le distinguent d'autres pays? Tout récemment, quelqu'un disait, d'ailleurs, je suis devenu un champion en cela, hein. Je lisais encore au Bengal quelque chose que quelqu'un écrivait, et il disait, au Rwanda, ils viennent de lancer un satellite. Et au Cameroun, on est encore à se demander quelle tribu prendra le pouvoir. Vous voyez les préoccupations, vous voyez les préoccupations. Là-bas, ils sont en train d'avancer, mais nous, ici, on s'intéresse sur des questions de tribus, des questions, des questions de ventre, des questions, voilà. Donc, c'est ça aussi qu'on devrait demander à nos dirigeants. Oui, et je rebondis sur le problème du satellite. Oui. Le savant malien, Cheikh Modibo, était arrivé au Cameroun. Parce que dans son analyse, dans ses études, il avait pensé que le Cameroun était la plaque tournante, comme on dit. Il venait d'ailleurs de la NASA, du golfe de Guinée. Tout à fait. Et il demande au Cameroun, à la Libye, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 5 pays africains qui contribuaient pour le budget de fonctionnement de l'Union africaine. Il y avait la Libye, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. On ne vous trompe pas, c'était les 5 pays. Et il avait dit qu'il pouvait associer le Cameroun. Lui, il était prêt à mettre en orbite un satellite. Un satellite avec une durée, comme il disait, de 17 ans. Avec le budget qu'il avait émis à l'époque, c'était de 100 milliards de francs. Très bien. Mais c'est même ce qui a amené le colonel Kadhafi à choisir le Cameroun comme siège du Fonds monétaire africain. Mais il est rentré, j'allais dire, bredouille. Voilà. Donc, en réalité, voilà des nappes. Est-ce que le chef de l'État camerounais, par patriotisme, avait pensé que les Français, les parrains français allaient faire un coup d'État? Je n'en sais rien. Mais est-ce que lorsqu'on demande, est-ce qu'il n'est pas bon qu'un Camerounais demande au chef de l'État, ou alors interroge si les actes de son chef de l'État sont des actes patriotiques? Voilà. Le dire veut dire qu'on est antipatriote? Je dis non. Puisque pour Macron, 6 mois après son élection, les Français lui ont dit, mais monsieur, là où vous voulez nous amener là, nous risquons d'être des prisonniers de la finance internationale. Donc arrêtez votre chose. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on interroge. Et c'est comme ça qu'on amène nos dirigeants au patriotisme. Absolument. Et c'est cet élan de patriotisme venu du haut qui entraîne l'ensemble du peuple autour d'idéaux qui nous rassemblent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lions indomptables. Parce que justement, ce sont ces 11 gamins qui tapent derrière un ballon et qui le font sous le drapeau national. Mais on voudrait voir aussi nos dirigeants faire la même chose sur des questions, sur des dossiers beaucoup plus grands que ça, qui apportent du prestige au nom du Cameroun. Je parle ici des satellites, mais il y a d'autres domaines dans lesquels le Cameroun peut décider d'être un champion. Est-ce que le nickel et le cobalt que nous avons donné aux Américains rapportent quoi? Est-ce qu'il y a eu transfert de technologie? On a vu les Chinois imposer aux Français. Ils ont dit aux Français, nous pouvons même acheter 150 Airbus, mais vous les montez chez nous. Mais nous, on a donné le nickel et le cobalt aux Américains pour une exploitation de 99 ans. Dernièrement, on vient de donner le diamant aux Coréens pour une exploitation de 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Nous, on n'est pas... Voilà. Total. Évidemment, les citoyens qui nous écoutent ce matin pourraient se demander donc qu'est-ce que le patriotisme. Disons que on ne peut pas considérer qu'il y a quelque chose de patriotique dans le fait d'avoir surfacturé des chantiers Lacan, des histoires comme ça, des sacs de ciment, des camions de sable à 700 000, je ne sais pas trop quoi. On ne peut pas considérer que c'est patriotique le fait de laisser les mamans mourir dans les hôpitaux faute de bistouri pour les opérer. On ne peut pas considérer que c'est patriotique le fait de détourner qu'une seule personne à lui seul, même si c'est présumé. Et laisser les nouveaux naissants vaccins, comme disait est soupçonné d'avoir qu'une seule personne à lui seul, fut-il ministre, est soupçonné d'avoir détourné plus de 190 milliards de francs CFA, même si c'est présumé. On ne peut pas considérer que c'est patriotique. Le patriotisme, c'est
la rigueur dans la gestion, c'est la promotion de l'excellence, c'est la partie équitable des richesses, c'est globalement la bonne gouvernance. Et surtout de faire en sorte que le Cameroun brille, puisqu'en réalité, ce que nous recherchons dans tout ce que l'on cite ici comme acte patriotique... À partir de ces éléments, justement, les citoyens s'identifient à cela et travaillent chaque fois pour exprimer leur attachement aux idéaux qui sont promus par ceux qui nous dirigent. Malheureusement, ce qu'on leur oppose, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt personnel et ne pensent pas à l'intérêt général. Là encore, il faut le dire, parce qu'on a le sentiment que ceux qui sont à des postes de responsabilité sont ce que quelqu'un a appelé les forces égoïstes de positionnement. Pour parler d'élite, là, je fais... ça s'appelle... À lui laisser ça. L'Union démocratique camerounaise. Voilà, que les forces égoïstes de positionnement. Vous comprenez que si c'est comme ça, c'est donc des antipatriotes, clairement. On va continuer à lire 2 ou 3 messages et puis on passe à autre chose. Il y a des messages. Nos dirigeants ne sont pas patriotes, mais sont plutôt des fidèles de notre chef de l'État. Ils sont libres de tout faire, sauf attaquer le siège présidentiel. C'est Émile qui nous écrit. Les gouvernants de ce pays n'ont pas la valeur du mot patriotisme, donc arrêtons un peu avec cette histoire qui nous montre d'abord le bon exemple. Le patriotisme devait commencer au sommet. À la base, si le président et ses ministres étaient patriotes, ils devaient au moins créer des grands hôpitaux de référence pour se faire soigner eux-mêmes au pays. Arnaud Tiquin qui nous envoie ce message, qui sont donc les pères de cette nation. Papa Aïdjo dans sa tombe au Sénégal, ou les maquisards Oumniobé et Ernest Wanji. En tout cas, ils ont tous contribué à l'histoire du Cameroun, et quand on se réfère à l'histoire du Cameroun à l'époque d'Aïdjo, d'après ce que nous renseignent les anciens, on voit très bien que malgré tout ce qu'on pouvait reprocher à Aïdjo, il avait essayé de faire du Cameroun quelque chose de bien. D'ailleurs, quand on parle de choses patriotiques, il avait voulu que le Cameroun soit un pays, que quand on regarde le Cameroun, qu'on sente quand même que ce pays est un grand pays. Avec la Camer, à l'époque, quand il crée la Camer, quand il fait de l'EMIA, le centre mondial. Justement, quand Aïdjo veut créer l'école nationale supérieure polytechnique, il a dit: je ne prends pas les polytechniciens à Paris. Je ne veux pas que l'école polytechnique soit rattachée à Paris, parce qu'à Paris, c'est des politiciens. Il dit: je vais en province. Il est allé à Toulouse et à Lyon. Voilà comment j'ai décidé. Pour ça, il a dit: Paris, c'est les politiciens. Et vous voyez qu'il avait raison, parce que tous les étudiants sortis de l'école nationale supérieure polytechnique étaient des officiers de réserve. Tous passaient par des officiers. Il y en a même qui ont décidé de continuer dans l'armée et d'autres qui ont continué leur carrière d'ingénieur. En tout cas, on va s'arrêter là. On va dire que les actes de patriotisme, ça se voit, ça se sent. Pas besoin de faire de gymnastique intellectuelle pour se rendre compte que cet acte est patriotique. Malheureusement, sous le renouveau, on voit que beaucoup de choses, ou bien les fines choses, ou les infimes choses qui ont été faites, ont été pour la gloire d'un homme. On voit très bien aujourd'hui que chacun souhaite vanter les mérites d'un homme lorsqu'il y a eu une réalisation, même si parfois on peut s'interroger sur la pertinence d'une réalisation. Mais on voit très bien qu'on veut vanter un homme et pas le Cameroun, faire montrer le génie du Cameroun. D'ailleurs, où est le génie camerounais? Comment on promeut le génie camerounais dans le vocal patriotisme? On va s'arrêter là, madame, monsieur, prendre la revue des réseaux sociaux. On va y aller au pas de course, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y, Karine. Justement, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parle des 2 principaux leaders de la Coffin Revolution, Mancho BBC et le général Ngalim, qui plaident pour un retour des enfants à l'école en septembre prochain et se disent prêts à assurer la médiation depuis la prison de Kandengui. Ces derniers ont d'abord tenu à repréciser la noblesse de leur lutte à l'aube de la crise, qui avait pour objectif de passer un message au gouvernement, celui des frustrations subies par les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. On rappelle que le 25 mai 2018, Mancho BBC a été reconnu coupable d'actes de terrorisme et d'hostilité contre la patrie, sécession, révolution et insurrection par le tribunal militaire de Yaoundé, condamné à 15 ans de prison ferme.
Alors, c'est la Coffin Revolution, cet organisme géré donc par Manchu BBC et Général Gali. Boro Bengan, c'est la même rengaine chaque année. Lorsque le mois de juillet arrive, août arrive, on crée toujours de la part du gouvernement des situations pour faire en sorte que l'année scolaire qui arrive puisse être sauvée. Généralement, le gouvernement organise des rentrées scolaires pompeuses sans jamais s'interroger ou s'inquiéter de ce que sera l'année en elle-même. D'ailleurs, souvenez-vous, Samuel Eto'o avait été appelé en rescousse par l'actuel ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, pour venir convaincre les habitants, les élèves du nord-ouest et du sud-ouest d'aller à l'école. Mais sauf qu'on avait dit qu'à l'époque, je ne sais pas ce qui s'était passé, et il s'était retiré lui-même en sentant la patate chaude. Bon, maintenant, on voit une initiative qui vient de quelqu'un d'autre, qui est considéré comme étant un ennemi de la République ou antipatriote. Là, on va encore revenir au vocal tout à l'heure, mais qui plutôt s'engage à ce que les enfants retrouvent l'école là-bas. Oui, absolument, et surtout que cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a fait capoter l'autre versant de notre scolarité qui nous faisait encore des honneurs, c'est-à-dire le sous-système anglophone. Oui. Il a capoté, on a été volé en éclats. Mais pourquoi? Pour la cause du gouvernement. Et là, peut-être faut dire les choses comme elles sont. Lorsqu'on n'avait pas encore interdit le consortium et que les négociations se passaient, on a vu ce Manchu BBC être, j'allais dire, amener le gouvernement. Notamment, je me rappelle encore de ces concertations avec les syndicalistes anglophones là-bas et le ministre Adidja, Lim Adidja, des enseignements de l'éducation de base, et Ngale Bibehe, des enseignements secondaires à l'époque, avait procédé à des aménagements nécessaires et j'étais arrivé à un consensus avec tous les syndicats, que ce soit anglophones ou francophones, pour commencer les classes. Et c'est le ministre Femme Dongo qui leur avait dit non d'arrêter, qu'il fallait tout prendre au même moment, oubliant que lui, au niveau de l'enseignement supérieur, les réformes de l'enseignement supérieur nécessitent le décret du chef de l'État. Or, on aurait pu lancer avec l'éducation de base, l'enseignement primaire et maternel et l'enseignement secondaire. On a bloqué. Finalement, le décret du chef de l'État pour la réforme de Common Law ici et ainsi de suite, de l'ENAM et tout ça, sont arrivés tard, la situation s'est envenimée. Ça a ressemblé à cet enfant qui dit à son père le soir que papa j'ai mal au pied. Son papa réagit une semaine après, quand la plaie nécessite déjà une intervention chirurgicale. Et c'est là où nous en sommes. Donc aujourd'hui, je pense, est-ce qu'on va l'accepter? Et Samuel Eto'o a refusé la négociation. Est-ce que l'État qui a refusé Christian Toumi et les leaders religieux, va-t-il accepter un criminel qui est condamné pour venir faire la médiation pour que la situation aboutisse? Je n'en sais rien. Voilà. Mais mon souhait, c'est que même comme il est prisonnier, si on peut l'amener, puisqu'on amène souvent les prisonniers en corvée, qu'on considère que c'est une corvée, qu'on lui dise, mais Mansour, viens, come and help us to start. Voilà, bon, voilà. Vous engagez. Absolument. Parce que davantage, ce qu'on ne dit pas aux Camerounais, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que ce personnage-là est un personnage qui a un impact sur le terrain, sur place, là-bas. Un personnage crédible. Voilà. Crédible, parce que justement, on a compris qu'il n'est pas dans les bac-bac, que ce soit entre eux. Donc, il y a des gens, comme il y a un maire dernièrement qu'on avait dans la localité de Denkambe. Oui. Donc, il y a des gens, des personnalités comme ça, qui ne sont pas dans les trucs. On sait que non, voilà, si on a quelqu'un qu'on peut engager dans des négociations, voilà un. Il est le porte-parole, mais on l'a mal apprécié. D'accord. Simplement. D'accord. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser à bon escient. Alors, Donald Brice, ce qui se passe, c'est qu'on voit des propositions de médiation qui se multiplient. Alors, celle-ci de M. Manchu BBC, mais il y a aussi cette médiation suisse. Bon, Benga nous signalait ce matin d'ailleurs à Radio Equinox que cette médiation a déjà capoté. Il nous faisait la révélation d'ailleurs en exclusivité. Je le remercie pour ça. Et il y a également cette autre offre de médiation d'anciens chefs de l'État dans l'Africa Forum. Enfin bref, avant on les appelait Elders. Ils ont changé de nom. C'est bravo. Donc il y a quand même trop de médiations qui se multiplient. Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où les médiations vont tuer la médiation?
Bon, disons que Macho Bissi, c'est un personnage clé dans la crise anglophone. Il était jusque-là très populaire dans le nord-ouest et le nord-ouest, à Bamenda précisément. Oui. Vous vous souvenez de ce fameux cercueil qu'il a transporté sur la tête pour revendiquer des routes, de l'eau potable, bref, des conditions de vie un peu plus acceptables dans le nord-ouest. À l'époque, on est en 2016, oui. La réponse du gouvernement, c'était la violence, la répression de ces manifestations. Alors il a été... Et il faut signaler qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les armes. Voilà, il n'y avait pas Les d'armes. armes ne crépitaient pas encore. C'était des manifestations pacifiques, avec de rue. la paix. Voilà. Et à l'époque, le gouvernement a choisi de les interpeller, de les embastiller, de les conduire à Yaoundé avec d'autres pairs. Et par la suite, il a été condamné, comme le rappelait Karine tout à l'heure, à 15 ans de prison pour insurrection et bien d'autres choses. Alors, le temps est passé. Je doute qu'il n'ait plus la même capacité d'influence sur le terrain. D'accord. Aujourd'hui. Après, vous avez un doute sur sa capacité, doute sur sa capacité à à influer sur le cours des choses en ce moment-ci. C'est difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'est plus sur le terrain. Ça signifie qu'il y a de nouveaux leaders. Quand il parle de leaders armés aussi, parce que les groupes armés se sont multipliés. Et donc, parce que c'est là toute la question. Veut dire, même si on convainc les parents et les enfants d'aller à l'école, comment on leur garantit leur sécurité? Voilà. Il y a cette capacité d'influence qui a diminué. C'est clair qu'il n'a plus la même force, il ne peut plus être écouté comme à l'époque, au moins. Donc, le gouvernement, évidemment, peut être derrière cette initiative. C'est un vœu. Personne n'a jamais souhaité que les enfants n'aillent pas à l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais maintenant, est-ce que cette mesure, le fait de mettre Macho Bissi à nouveau au front, depuis la prison centrale... Vous pensez que pas de lui-même, que c'est du gouvernement? Vous pensez qu'il y a une main du gouvernement? Il serait naïf de penser que le gouvernement n'y est pour rien. De toutes les façons, c'est notre souhait que l'école reprenne. Voilà. Non, mais c'est que votre ligne, j'avoue que c'est la première fois que je l'envisage. Hein. Voilà. Bon... c'est notre vœu à tous de voir que l'école reprenne dans le nord-ouest et le sud. Personne n'a jamais souhaité que l'école soit interrompue. Sinon, les faucons qui ont tenu un discours radical face à des séparatistes radicaux, et puis la situation, PAM, s'est enlisée. Donc aujourd'hui, cette initiative, j'ai peur que ce soit encore un coup de pied dans l'eau alors qu'on attend des actes forts. Pourquoi ne pas libérer Macho Bissi et les autres et les envoyer en mission? Évidemment, parallèlement à d'autres actions qui sont attendues, comme l'ouverture d'un débat. Il y a cette All General Conference, la troisième, qui est attendue et qui n'a jamais reçu l'aval du gouvernement, en tout cas pas de façon officielle, qui est attendue. Pourquoi ne pas aller vers des actions qui ont une forte chance d'avoir de l'impact sur le terrain au lieu de se contenter des actions à moindre impact comme ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Dominique Audrey, votre commentaire sur cette actualité sur les réseaux sociaux? Oui, en quelques minutes, moi je pense que le gouvernement doit saisir cette occasion parce qu'il peut être la porte d'entrée, l'accès, il peut être le pont en fait qui va nous permettre d'arriver là-bas. En termes de sa popularité, moi je pense que ça a même grimpé parce qu'il se retrouve là-bas par rapport à ces populations qu'il a voulu défendre. Et maintenant il dit, si on s'en tient à ce qu'il dit qu'il est prêt à mourir, il n'y a pas de problème, il accepte d'être un sacrifié, mais que ses enfants retournent à l'école. Je crois que c'est une main tendue. Si tu permets, ce que nous disons peut permettre au gouvernement de prendre de bonnes décisions. Les médias sont des outils d'aide à la prise de décision. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, le sentiment d'exclusion a grimpé. Ceux qui étaient modérés, les fédéralistes sont en train de basculer dans le camp des séparatistes. Là d'attendre des solutions, là d'attendre une main tendue du gouvernement. Même ceux qui étaient pour la décentralisation, le fédéralisme, aujourd'hui certains se disent, ces gens s'en foutent de nous. C'est le discours qui est tenu par une frange quand même importante des populations de ces deux régions. Donc il y a des signes qu'il faut envoyer à ces gens. Et comme le pont de BBC, comme dit Audrey. Oui, il peut être la courroie. Lui ne vient pas gérer la crise, il veut d'abord que les enfants retournent à l'école. D'accord. Il faut commencer par là. Créons les conditions préalables. Je ne suis pas... L'une des conditions, si vous avez lu les récentes sorties des séparatistes, l'une des conditions qu'eux, ils mettent en avant, c'est la libération préalable. La libération des prisonniers politiques. Immédiate des prisonniers politiques.
y pour compris faire cela. 1 kilomètre, les Chinois disent qu'on fait d'abord un pas. Ça veut dire que le pont doit donc être... Quel est le leader qui peut discuter face to face comme Qu'on peut recevoir là-bas facilement. Entendons-nous sur le fait qu'il y a eu beaucoup de retard. Les actions que nous demandons aujourd'hui sont des actions qui auraient dû être prises il y a 1 ou 2 ans. Absolument. Prenons conscience du retard qu'on a pris dans la recherche des solutions à la crise anglophone. Si nous considérons toujours qu'il faut marquer un pas et marquer un autre pas après 1 mois ou 2 ou 5 ans ou 1 an, en tout cas, ceux qui ont salué, ont applaudi, ont été un peu trop enthousiastes quand le PM est descendu dans le nord sur le sud. Moi, j'avais dit, en d'autres circonstances, qu'il faut être modéré parce que c'est le prince qui détient, lui et lui seul, le timing du dialogue. Quand vous dites le prince, c'est Paul Biya, hein? Je parle du chef de l'État, évidemment. D'accord. Voilà. Le timing du dialogue, 2, les acteurs, et 3, la forme du dialogue. Voilà. Donc, c'est encore lui qui donne le tempo. Donc, alors, il faut aller plus juste, vite. quand on dit prince, hein, c'est un vocable qui est né avec qui, vous savez, Machiavel, avec son fameux livre, mais en réalité, nous sommes en République et nous avons un président de la République et pas un prince. Voilà, nous ne sommes pas en monarchie. Bon, bref, c'est pour rigoler. Ça, hein. Alors, on va s'arrêter là pour ce sujet, mais on a bien compris, hein, de tous ces avis sur ce plateau, qu'il y a un juste milieu à faire, à avoir dans l'approche d'une telle situation, et c'est la raison pour laquelle l'entrée en scène d'autres médiateurs, parce que est-ce que ces médiateurs vont tuer la médiation ou vont-ils au contraire faire grandir cette médiation qui est attendue? Je pense qu'ils vont faire grandir cette médiation, puisque donc, ça vient de ces anciens homologues, chef d'État. Bon, il y a un deuxième élément pour terminer. Oui, Donald. Moi, j'ai échangé avec les organisateurs de la All General Conference. Oui. Vous savez qu'avant cette sortie de Bantu BC, il y a Ayutabe qui a fait une sortie pour appeler au dialogue, bref, une sortie conciliante. Étant à la prison, étant au CED, là où il est à ce moment, certains estiment qu'il peut avoir été corrompu par le gouvernement. Oui. Pour venir négocier, évidemment, en tirer des contrebandes. Ce sont des soupçons de ses compères, de certains de ses compagnons, et d'aucuns estimaient, notamment ceux qui organisent la All General Conference, qu'il n'aurait pas dû faire cette sortie étant en prison. On estime qu'il a été contraint de dire ce qu'il a dit. Et donc, en prison, on ne peut pas avoir les mains libres pour faire un certain nombre de déclarations. Donc, il faut tenir compte de ces soupçons, de ces perceptions, qui ne sont pas forcément la réalité. Mais il faut en tenir compte. D'accord. En tout cas, c'est certain que si on continue sur le terrain des suspicions, on n'y arrivera jamais. C'est pourquoi, de part et d'autre, et du gouvernement et des séparatistes, il y a beaucoup de suspicions. Et avec ça, on est donc en droit de s'inquiéter. Mais on peut imaginer que l'entrée en scène des elders, comme on dit, les chefs d'État africains, les anciens chefs d'État africains, tels que Thabo Mbeki, le Sud-Africain, ou encore le Ghanéen, comment il s'appelle le Ghanéen au Bengan, Jerry Rawlings. Voilà, également. Ellen Johnson-Sirleaf. Chef de Libéria, ou encore le Malien Amadou Toumani Touré. Voilà, Olusegun Obasanjo, également ATT, Amadou Toumani Touré. Voilà. Donc, tous ceux qui se sont signalés. Voilà, ou Alpha Roma Konaré également. Toutes ces personnes peuvent, de par leur stature, amener le président Paul Biya, évidemment, à lâcher un peu du lest. Pour l'instant, autour de lui, il y a un discours radical qui prospère. Espérons que les modérés qui, dans son camp, espèrent qu'il change de position, réussissent donc à l'en convaincre. En tout cas, c'est sur ce terrain-là qu'on va se lancer. On va s'arrêter là. On va prendre l'autre information buzz avec vous, Karine Santia. On va parler J'avoue que c'est succulent. Quelle information, M. Popossi? C'est qui vient de passer. Ah, d'accord. J'avoue qu'elle avait une forte odeur. D'accord. Elle vous soupçonnait de lire dans ses papiers. 200 000 enfants sans vaccin en 2018. Des milliers d'enfants âgés de 0 à 11 mois n'ont pas été vaccinés en service de routine dans les districts de santé à risque. Cette situation expose le pays à un risque de flambée de rougeole, de tétanos, de poliomyélite et bien d'autres maladies. Alors, c'est grave puisque on en parlait encore il y a quelques semaines ici avec le ministre de la Santé publique. Nous faisions à l'époque l'autopsie de son action. Nous estimions, est-ce qu'il y a un changement avec l'arrivée à ce département ministériel du docteur Madaouda Malachi, et on disait que, évidemment, c'est bien beau de prendre des mesures cosmétiques, c'est bien beau de donner le là
des sanctions ici et là, des cris, des lettres aux personnels de santé, mais qu'il y avait un travail de fond qu'on devait faire et que ce travail de fond n'était pas forcément conditionné par un gros tapage médiatique. Et que c'est un travail qui se ferait à l'ombre parce que nous prédisions à cette époque-là encore que lorsqu'il y aura des scandales qui vont naître, forcément les Camerounais seront au courant. Et le souci avec la santé, c'est que lorsqu'il y a un problème, tenez-vous tranquille, les Camerounais sont directement au courant. Et ça se voit avec ces vaccins-là, c'est grave, tétanos, poliomyélite, rougeole. Et vous savez que les enfants sont très sensibles, sont très vulnérables. Et quand ça touche à l'enfant, ça pose un réel problème. Ça veut dire que la nation est en crise, la République est au sol. N'ayons pas peur des mots, appelons un chacha. Si nous avons ces problèmes-là, ce type de problèmes, alors que nous avons des gens qui gaspillent dans les boîtes de nuit à Yaoundé, je vous assure qu'à Yaoundé, on mange l'argent. Il faut voir comment ces gars-là mangent l'argent dans les boîtes de nuit à Yaoundé. Comment ils vous donnent des champagnes, les ruinards, tous ces vins, ces spiritueux, ces liqueurs. Mais ces gens bouffent de l'argent. Et vous entendez que dans ce pays, avec des personnes qui dépensent autant, des personnes qui ont autant de finances, et que, à contrario, nous avons des hôpitaux qui n'ont pas de vaccin. Mais c'est assez étranglé. Bon, Bengal, ça se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays? Non, c'est assimilable à ce planteur qui vous dit qu'il va renouveler sa plantation et curieusement, il décime sa pépinière. Oui. Pratiquement, vous avez des enfants qui passent 1 an, donc 0 à 11 mois, un enfant n'a pas de vaccin. Et pendant une année, ça devient grave. 200 000 enfants. Voilà. Ça veut dire que vous avez vous-même décidé d'assassiner vos propres enfants. Et lorsque vous l'avez révélé ici, le ministre Tangana, comment l'appelait, Mama Fouda, avait épuisé même les stocks de sécurité. C'est-à-dire du vaccin que le Vietnam avait mis en place pendant la guerre. Le Vietnam fait la guerre contre les États-Unis avec tout ce que cela comporte comme MiG, comme bombardement de B-52. Mais les Vietnamiens ont réussi à mettre en place un vaccin contre le BCG. Le Cameroun n'est pas en guerre contre qui que ce soit, mais il n'a pas de vaccin. Il épuise même ses stocks de sécurité. Voilà. Au point où on a 200 000 enfants qui restent sans vaccin, c'est de l'assassinat collectif. Voilà. Mais de l'assassinat collectif, on ne peut pas. Et on parle, voilà, Donald Trump nous amenait tout à l'heure vers le patriotisme. Et ça, on appelle comment? On appelle ça quoi? Qu'un ministre pareil ne puisse pas être interpellé par les députés, ou alors par le Premier ministre, ou le président de la République lui-même. Il est là, ça c'est... Non, mais je vous dis qu'aller en boîte, pour ceux qui pensent que nous blaguons, vous êtes à Yaoundé, ce soir, faites le tour des boîtes de nuit, des points réputés de la capitale, les lieux de joie. Mais il faut voir comment les enfants de ces dirigeants font. Il faut voir comment ils nous narquent. Mais je vous dis, allez-y. Des affaires de farotage, les billets de banque qui sont distribués comme c'était... il faut aller voir. Et que dans le même temps, vous imaginez que nous avons des enfants, 200 000 en situation comme ça. Je dis, dans ce pays, nous avons le sentiment d'être dirigés par des personnes assassines. Des personnes qui pensent qu'il faut décimer tout le monde pour vivre, pour qu'on laisse leur pays à eux seuls. Non, mais c'est pas possible. Si ça ne vous révolte pas, qu'est-ce qui vous révoltera de la brise? Allez-y, je vous en prie. Écoutez, la question est essentielle. Hein. Le Cameroun est l'un des pays africains où le budget de la santé est maigre. Vous savez qu'il y a un accord africain qui indique aux États d'investir au moins 15% dans le budget national pour les questions de accord ratifié par le Cameroun. Accord ratifié évidemment par le Cameroun. Aujourd'hui, on est autour de, je crois, 5%. Pour 2019, le budget est légèrement en hausse, mais on est encore loin des standards africains. Loin du compte, oui. Loin du compte. C'est évidemment très révoltant dans un pays où on évalue les détournements de francs CFA en termes de milliards de francs CFA. Oui. Lorsqu'on entend que des enfants meurent encore parce qu'ils n'ont pas d'accès à un vaccin aussi simple, le vaccin de la rougeole, l'accès aux soins de santé pour le paludisme. Lorsqu'on entend ces éléments de fait là, c'est évidemment très scandaleux. D'accord, c'est très scandaleux. D'ailleurs, on va dire qu'on a parfois découvert l'argent en liquide chez des ministres dans ce
Dans ce pays, de l'argent liquide, hein, pas de l'argent liquide. Donc, je voudrais juste un petit mot là-dessus. On va évidemment rappeler que sur le traité d'Abuja, je voudrais juste rappeler que c'est une orientation de l'OMS, c'est normal, il faut relever la part de la santé dans le budget de 15%. Mais au Cameroun, c'est pas tant l'argent qui pose problème. Avec même le niveau de 5% peut aider, puisque le Cameroun, vous savez, bénéficie. Nos grands mots sont parfois financés par l'extérieur. Tout à fait. Le programme élargi de vaccination nous vient des GTZ et tout ça. C'est de comment gérer. Je rappelle que dans le monde, il y a peu de pays qui atteint les 15%. Hein. Le seul pays au monde qui est le pays qui a atteint le plus haut niveau, c'est l'Espagne, mais qui a 13%. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément en ayant 15% du budget que forcément on fait. Il y a des choses qu'on doit faire dans l'ombre, qu'on doit se départir des effets d'annonce, comme le fait notre ministre actuel, et de traiter les problèmes à la racine. Et on sait comment ça se passe. Oui, c'est vrai que c'est beau. C'est bien de vouloir surprendre le personnel médical en pleine nuit, en passant incognito. Mais maintenant, quand vous les surprenez, là, vous ne savez pas comment ils fonctionnent avec d'autres personnes. Est-ce que vous êtes allé à la maternité pour voir si les enfants... C'est une génération d'enfants qu'on est en train de tuer de cette manière, vraiment. D'accord. On va terminer cette revue des réseaux sociaux avant de tout à l'heure recevoir une communauté qui est avec nous ce matin. Allez-y, Karine. Oui, une révélation qui fait le buzz sur la toile, pratiquement tous les tabloïds. Petrus Olivier Boumal, joueur camerounais, qui fait des révélations sur Samuel Eto'o. C'est le choix de Sidoff, présélectionné pour la CAN égyptienne. Le joueur de FK Oural avait été recalé après le stage de préparation en Espagne. Les révélations ont été partagées en audio sur les réseaux sociaux. On explique que c'est une conversation téléphonique qui a fuité et ce dernier accuse le sélectionneur néerlandais Clarence Seedorf d'avoir effectué des choix fantaisie. Il parle de magouille, de la dissolution, de la désolation du coach lorsque ce dernier lui annonçait son élimination. Oyongo Anguissa, c'est le groupe qui n'aime pas Eto'o. Et bon, je reprends ce qu'il dit, hein, je ne vois de rien. Voilà, Oyongo Vitolo Anguissa, c'est le groupe qui n'aime pas Eto'o. Choupo-Moting a même rencontré le coach pour cela, pour demander pourquoi lui avait été recalé. Et pour lui le coach, pour le joueur, le coach il est nul. Et que Jean-Paul Akono joue un jeu trouble avec Samuel Eto'o, parce que notamment il a fait un enfant avec la sœur d'Eto'o. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Il a cité des joueurs qui ont... Nous on n'a rien entendu. Hein. Bon, il dit que justement Jean-Paul Akono, lui, il joue un jeu trouble avec Samuel Eto'o, parce que notamment sa sœur a fait un enfant avec Jean-Paul Akono et tout. Il a cité aussi des joueurs qui ont bénéficié des privilèges entre... amitié et autres, notamment il parle du récalement de Onguéné et pour le joueur Dawa. Et avant d'aller en Espagne, Onguéné et lui avaient déjà eu des fuites de leur disqualification. Et enfin, tout ce que Eto'o touche pour lui ne marche pas. Non, mais Eto'o est déjà présent en 2017, non, je pense, dans les tribunes. Je pense qu'il avait été au Gabon. Je pense qu'il était là et le combat a gagné. Bon, bref, c'est pas ça. Il faut dire que le sélectionneur est porté disparu. Parce que hier, les joueurs ne sont pas rentrés tous dans le même avion. Hier, il faut le dire, chacun a pris sa route. Quelques courageux, ils sont 6 au total, donc Koundé Malon qui est rentré chez lui au sud-ouest là, parce qu'il a un tournoi en son nom là-bas. Oui, au moins Koundé Malon au sud-ouest, il est rentré chez lui dans son village au sud-ouest. Mais les autres, Seedorf, mais il nous refait le coup de Paul Le Guen. Mais il n'est pas rentré au Cameroun pour nous dire comment ça s'est passé pour qu'il a ligne 4 équipes, avec 4 matchs, dans 4 équipes différentes dans 4 matchs. Oh, regarde, comment on peut apprécier la sortie de ce joueur Boumal là? C'est quoi? C'est un désœuvré? C'est des choses qui sont connues. Moi et lui, bon, on dirait que peut-être parce qu'on l'a écarté. Moi, je vous prends quelqu'un qu'on n'a pas écarté, mais on l'a écarté parce qu'il avait dit des choses justes. Je vous parle du ministre Michel Zoa. Lorsque le Cameroun fait une mauvaise prestation en Angola, dans la Coupe d'Afrique des Nations en Angola en 2010, le ministre Michel Zoa arrive à l'Assemblée. Il a dit que l'équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun, sont tiraillés par des réseaux, l'ésotérisme,
les magouilles, un certain nombre de choses. Il le dit à l'Assemblée nationale, pas donc à la représentation nationale. On organise un forum sur le football camerounais en mai. Ils reprennent les mêmes choses. Donc, en fait, très bien. Donc, ce qu'il dit n'est pas nouveau. Ce qu'il dit n'est pas nouveau. Merci. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Malheureusement, Donald Brice Kamgan, vous aurez peut-être l'occasion, je vous donnerai 30 secondes avant la fin de l'émission, mais nous accueillons tout de suite l'association, une association de la communauté Bawok de Douala. Et pour en parler ce matin, Menmave Chana Gislin et Menmave Zinke Depolo. Ben, écoutez, moi je réussis quand même à avoir l'accent. Bonjour à vous, cher monsieur. Comment on dit bonjour justement en langue Bawok là, pour que je sois dans le registre? Ozia. Voilà, Ozia. 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 Et comment on répond? Ngazia, c'est ça? Mazimobo. Ah d'accord. Voilà, ok. Merci, bonbon. D'accord, c'est compris. Alors, le thème du festival, qu'est-ce que c'est ce thème? Vous nous le rappelez et vous nous expliquez le thème de ce festival. Je vous en prie. Un peuple, une culture, une histoire. Je voudrais d'abord exprimer ma joie d'être en face des personnes que je ne rencontre que par médias interposés, surtout de par leur façon d'être et leur idéologie. Eric Mombo Began, surtout Mombo, qui a su apprendre la culture de l'autre sans se laisser engluer ou diluer. Là, parce que je fais ce glissement parce que le festival, avec ce thème, va dans ce sillage-là pour la simple raison que c'est une tribune qui nous offre la possibilité de connaître notre culture, de connaître ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage et surtout de réapproprier cette culture, parce qu'aujourd'hui, même dans nos maisons, c'est la langue des autres qu'on parle aux enfants. Et le festival nous offre une possibilité de nous remettre, de remédier à cette situation parce que nous sommes convaincus que le développement, pas seulement de Bawok, mais de l'Afrique en général, ne passera que par le développement communautaire avec une parfaite maîtrise de ce que nous sommes, de ce que nous avons été. D'accord. Vous, c'est même Chana Gislin, je crois. Oui. Juste un mot sur cette thématique, je vous en prie. Festival Ngombiu, c'est ça, non? Festival Ngombe. Excusez-moi si j'écorche, je suis désolé. J'apprends aussi Ngombe. Ah oui, c'est la force Ngou, n'est-ce pas? La force c'est Ngou, non? Ngou, c'est termite. Termite. Ngou, c'est termite parce que... complètement côté de la plaque. D'accord, oui, d'accord. Ngou, c'est termite parce que nos ancêtres ont trouvé en cet élément de la nature ce qui peut faire l'objet de notre identité culturelle. D'accord. Donc, Ngou, c'est notre identité culturelle. On en a fait une danse et puis tous les aspects de la culture Bawok tournent autour de cela. Quelle est la particularité de Bawok donc? La particularité de Bawok justement consiste en ceci que les Bawok sont les premiers occupants du lit. Donc ce sont les autochtones, comme on dit, et ensuite cette langue, le Modjumba, le Modjumba est la langue Bawok. On aurait même dû désigner cela, le Bawok. Le festival, ce Modjumba a fait l'objet d'un festival pour la simple raison qu'à partir de Bawok, cette langue a distillé un peu partout dans l'Indé et a pris les villages environnants. Donc c'est ça qui fait la particularité du Ndé. En plus, Bawok est un village, je peux dire, trilingue. Trilingue pourquoi? Parce qu'il y a déjà une langue maternelle, mais l'adoption des deux langues officielles de notre pays. Ceci pourquoi? Parce que le peuple Bawok vit dans deux régions différentes de notre pays. Le peuple Bawok vit dans deux départements différents. Il y a les Bawok dans le Ndé, les Bawok dans la maison, qui sont nos frères. Nous partageons les mêmes valeurs. Ils ont conservé, quand il y a eu cette migration, les mêmes institutions sociales. Ils ont gardé la même langue, de telle sorte que quand nous allons là, les noms des cours d'eau, les noms des quartiers, les noms des bocages sont pratiquement similaires à ce qu'ils ont laissé dans le Ndé pour se déplacer. Et qui sont ceux qui sont attendus à ce festival?
Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox, bonjour à tous les festivaliers. Sont attendus à ce festival du peuple baroque, tous les baroques du monde entier, tous les baroques de la diaspora, tous les sympathisants baroques. D'accord. Alors ça se passe quand et quel est le programme? Disons que le festival a commencé hier le 8 et il s'achève samedi le 13 juillet. Au programme, nous avons les consultations médicales gratuites avec des médecins venant de la France, de la Belgique, accompagnés de ceux du Cameroun. Nous avons des débats, des conférences, des danses traditionnelles, les visites touristiques, les tournois de football et handball, l'élection Miss Ngoubou 2019, les mini-marchés, concours de langue Mudjumba et la récompense. Voilà aussi la récompense des éleveurs. Nous avons en fond, nous avons les images de la volaille. La volaille. Les éleveurs de Baroque seront récompensés. Tout cela, nous avons Sa Majesté le roi Baroque lui-même, Mvokemajou. Nous avons là l'entrée de la chefferie Baroque. Nous avons les cultures, le grenier, le maïs, la culture du maïs. D'accord. Très bien. Et nous avons aussi l'alphabétisation, comme on le disait tout à l'heure, et le peuple baroque qui sera en communion avec son roi samedi, avec la clôture des activités avec son excellence au ministre des Arts et de la Culture. D'accord. À l'esplanade de la chefferie baroque. Ce sera quand? Samedi. Prochain, ce samedi. Ce samedi 13. D'accord. Merci infiniment donc à vous d'être passé par ici. La communauté baroque de Douala, c'est intéressant évidemment d'avoir appris de ce grand peuple, c'est important. Je retiens que c'est le premier peuple à avoir peuplé et à avoir rencontré, à s'être installé dans le département d'Undé. Voilà. On va poursuivre ce programme, madame, monsieur, avec interpellation. On regarde d'abord l'élément de Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau. C'est normal, ça coule de source. Pour le développement et le progrès de notre pays, il faut les investissements, que ce soit de l'État ou bien du secteur privé. Parce que partout dans le monde entier, tous les pays qui sont bien développés, c'est les investissements. Parce que d'abord, ça diminue le chômage et ça permet aussi à l'économie d'un pays de s'accroître. Voilà, Boro Bengan, le combattant qui parle d'investissement. Au Cameroun, il y a beaucoup de choses à dire quand même lorsqu'on parle d'investissement. Investissement des nationaux, mais investissement également des étrangers. Non, investissement d'abord. Mais est-ce qu'on a investi? Puisque le chef de l'État qui voulait les investisseurs étrangers, il a organisé, je pense, un forum pour cela. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à investir au Cameroun. Je pense qu'ils ne sont pas venus. Voilà. Ou alors, ceux qui sont venus lui ont dit ce qu'il faut faire. Voilà. Notamment Dangote et Tony Elou lui ont dit, nous voulons investir au Cameroun, mais avec nos frères camerounais. Donc, je pense que le chef de l'État, puisqu'on le lui a dit en face, il faudrait donc qu'il procède à des aménagements. Mais malheureusement, nous restons toujours aux dernières places du classement de business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, pour dire qu'on a un climat des affaires moroses avec la corruption généralisée, les tiges fonciers tout à fait, les sécurités foncières. Tout à fait. Je suis même sûr qu'un jour on viendra vous dire que le palais de l'unité, voilà. Il y a un litige foncier. Il y a un ancien autochtone qui avait légué ça à Ijo, qui a recruté pour faire le palais. Puisque ça a été le cas en 2006 pour le stade de Mfadena. Voilà. Alors, il y a une rencontre annuelle qui réunit les opérateurs économiques, le secteur privé, le secteur public. C'est la plateforme, le Cameroun Business Forum que vous connaissez. CBF, mais j'ai eu la chance d'assister à plusieurs éditions. Au fil des éditions, les opérateurs économiques vous disent que les recommandations ne sont presque pas implémentées. Malheureusement. Il y a évidemment ce classement, cet indicateur de la Banque mondiale que le Doing Business, le récent classement indique que le Cameroun a perdu une place. Les problèmes de corruption, l'absence d'infrastructures, la dépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif sont les principaux obstacles. Voilà, absolument. On va aller au plateau B, Consilamine, pour nous faire du Vombio Oméga 3. On va y aller au pas de course. Vous avez seulement une petite minute, Consilamine. Allez-y. Alors, merci, chers téléspectateurs, et bon début de semaine. Et surtout, merci à tous les clients et consommateurs du Vombio Oméga 3
Je suis encore là ce matin pour parler des bienfaits de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut déjà rappeler que le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire d'origine américaine. Il permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, mais également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme et ça se prend une gélule par jour pendant le repas. Ça, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Et le Von Bio Oméga 3 ne vous empêchera jamais de prendre les autres médicaments prescrits par vos médecins. Voilà donc pour ce qui est de la présentation du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, coûte la somme de 5 500 francs. Il faut déjà rappeler que c'est le prix du concept Salaka, mais le prix officiel est bel et bien de 6 000. Vous l'aviez demandé, vous avez été nombreux à appeler Constylamine, disant Constylamine, tu es le promoteur du concept Salaka, essaye de nous accorder une légère faveur. Alors j'accorde 2 jours de réduction spéciale à tous les clients qui vont commander dès à présent le Von Bio Oméga 3. Je rappelle qu'il coûte 5 500 francs. Vous serez facturé à 5 500 francs, mais vous allez payer la somme de 5 000 et les autres 500 francs seront supportés par Constylamine. C'est compris. On l'aura compris. Constylamine. On va lire un message sélectionné par vos soins, Karine Sontia. Pourquoi vous insistiez tant? Dites-nous. Je sais pas. Allez-y. La méditation de Manchu. La médiation de Manchu BBC est une bonne chose pour la résolution du problème de la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais comme les prédictions de 10-12 se réalisent toujours, le gouvernement va refuser cette médiation. Simplement parce qu'on ne veut pas mettre en avant cette émission. Voilà, très bien. Pour le malheur des élèves. Oui, un autre message, allez-y. Okay. Oui. Please let the government not continue to waver between 2 options while telling the Cameroonians that we are able to solve our problems without any international community intervention from the parliament to the Senate as well. So what happened that the head of state had to switch to mediate for the dialogues. D'accord, très bien. Alors, Donald Brice-Kamga, en 30 secondes, je vous ai promis, juste un petit mot sur Boumal, sur l'équipe nationale du Cameroun, allez-y rapidement. Alors, j'ai des amis qui sont dans la presse sportive. Les éléments que révèle Boumal ne sont pas nouveaux. Hein. Oui. Les agents de joueurs, l'administration, évidemment, ces constants sont des faits qui datent. Cette pratique qui consiste à imposer des joueurs toujours pas compétitifs, parfois pas compétitifs aux entraîneurs, c'est une pratique qui est vieille dans l'administration de notre football et ça fait partie également de l'une des causes du déficit de résultats que nous avons. D'accord. Merci à tout le monde sur le plateau. DBK pour cette première. DBK, Donald Brice-Kamga. Merci infiniment à vous. Vous avez fait votre colère ce matin. La colère a été bien entendue. Merci à Karine Sontia. Merci à l'autorité traditionnelle par excellence au Bengan. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi je bats qu'un temps d'arrêt. Merci Dominique Audrey-Aguilé. Merci à toutes nos équipes techniques. On se retrouve demain 10h, mesdames, messieurs. Restez sur Equinos Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.